Bonjour, bienvenue à la Provence pour cette semaine particulière, cette semaine thématique Parlons mer. On va évidemment parler de la mer tout au long de cette semaine au travers de plusieurs rendez-vous jusqu'à vendredi. On parlera d'économie, d'emploi, de formation, d'environnement, de patrimoine, de culture aussi, de sport et d'identité autour de l'esprit maritime avec l'ensemble de nos invités. Une quarantaine de grands témoins vont se succéder tout au long de cette semaine ici dans cet espace où vous pourrez admirer de très belles expositions à la fois de bateaux. Je remercie la Chambre de commerce aussi pour le prêt d'un grand nombre d'affiches et de matériel qu'on peut découvrir tout au long de la semaine pour les lecteurs et pour les abonnés. Des conférences qui seront retransmises en direct, puisque nous sommes en direct en ce moment sur laprovence.com, et des entretiens que vous pourrez évidemment retrouver avec, dans nos journaux, dans nos supports print et numériques. On est heureux de lancer cette semaine en partenariat avec l'INA, qui, pour chacune des conférences, a imaginé un film qui illustre la thématique qu'on va évoquer ce matin autour de l'économie bleue. Et donc avant de lancer la table ronde, je vous propose ce film autour de l'économie bleue. Je vais à présent appeler nos invités qui vont nous rejoindre sur scène. Isabelle Campagnola-Savon, conseillère régionale Région Sud, je vous en prie, installez-vous. Philippe Gonel, directeur délégué français Outre-mer Savège pour Suez. Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Hervé Martel, directeur du Grand Port Maritime de Marseille. Philippe Malagola, président du port de Sète-Frontignan. Richard Gibault, vice-président de la Fédération des industries nautiques. Damien Denisot, directeur de la communication pour CMA CGM. Et Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Installez-vous, je vous en prie. Vous êtes bien installés. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde. Ce matin, nous avons beaucoup de sujets à évoquer ensemble. Je voudrais évidemment qu'on évoque le poids indéniable de l'économie bleue dans et pour nos territoires et sa nécessaire mutation. On va en parler ensemble. On parlera également de l'activité portuaire à quai et sur l'eau. Et puis, on parlera de l'économie et de l'environnement. Deux enjeux, on va le voir, tout à fait complémentaires. Je voudrais qu'on évoque le premier point, qui est un premier point qui posera la problématique pour le public qui est ici et qui pourra évidemment vous interroger dans quelques instants. Je voudrais commencer par vous, Isabelle Campagnola-Savon. Vous êtes conseillère régionale de la région Sud. Je le disais, la région Sud a porté cette ambition autour de l'économie bleue au travers de plusieurs mesures, au travers de plusieurs plans. C'est un poids considérable pour la région Sud, cette économie bleue que vous essayez là aussi de développer. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci. Oui, effectivement, ça me permet de rappeler que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la première région maritime de France. C'est plus de 120 000 emplois sur notre territoire. Elle est aussi au premier rang de l'ensemble des compétences de cette filière. Elle est aussi première région pour le nautisme, et c'est pas rien, puisque ça contribue quand même à 70% du tourisme littoral de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce qui, justement, nous permet en fait, de travailler pour l'aménagement et le développement de nos territoires, mais aussi, bien sûr, l'économie, l'environnement et, bien sûr, aussi le côté sociétal. Alors, comment ça se concrétise? On a des actions à travers notre plan climat, bien sûr, gardant une COP d'avance, qui a l'essentiel de son budget qui est affecté pour évidemment la transition énergétique, la transition écologique. Et puis on a aussi notre schéma régional du développement économique, de l'innovation et d'internationalisation à travers le biais d'une opération d'intérêt régional qui est l'économie de la mer, qui a une ambition forte, effectivement, puisqu'on a l'ambition d'être le leader mondial du maritime sur la région. Donc des ambitions, des concrétisations et des actions. On va y revenir évidemment tout à l'heure dans le détail avec vous. Jean-Luc Chauvin, je le disais, président de la Chambre de commerce ex-Marseille, là aussi dans le prolongement, dans ce premier tour de table plutôt court.
l'économie bleue, on le disait, il y a des ambitions régionales. Vous qui êtes à la tête de la Chambre de commerce, forcément en termes d'emploi, forcément en termes d'entreprise et de développement des territoires. Alors écoutez, oui, Isabelle Savon vient de vous donner les chiffres régionaux. Pour la métropole, c'est 40 000 emplois. C'est un tiers des emplois régionaux. C'est 225 km de littoral. C'est la deuxième place portuaire française avec 20 ports de plaisance. On en reparlera peut-être. Et puis surtout, c'est une communauté d'acteurs reconnus mondialement. Avec des pionniers, j'ai envie de les appeler comme ça, vous me permettrez peut-être de plaisanter, mais des pionniers qui ont utilisé la mer pour exceller, faire connaître notre territoire dans le monde entier. La COMEX, par exemple. On en parlera peut-être. CMA-CGM, dont mon voisin est le représentant. Le Ponant, mais aussi Marfret, mais aussi Beuchat. Donc à la fois dans l'économie, je dirais, du loisir, à la fois dans l'économie professionnelle, on aura peut-être l'occasion de parler quelques éléments, et puis des jeunes pépites. Oui. J'ai envie de parler des jeunes pépites, des startups, celles qui vont faire l'économie de demain, celles qui sont aujourd'hui là. Par exemple, le Sirocco Efficient Ship, qui fait les jumeaux numériques pour optimiser les consommations énergétiques des navires, donc déjà dans la transition. Par exemple, Sicure, qui lutte contre l'érosion côtière avec des technologies brevetées, mais aussi des gens comme Neptech, qui est le bateau navire zéro émission pour le transport maritime fluvial, ou encore Planctovie, donc nutrition aquatique pour la recherche. Ce qui veut dire qu'on a à la fois dans l'activité économique, on a à la fois dans la protection de la biodiversité, des leaders et un panel important. Moi, ce que j'ai envie de dire, et je m'arrêterai là si vous le permettez, c'est qu'en fait, Aix-Marseille-Provence est un hotspot méditerranéen des solutions de demain dans l'énergie, dans le génie écologique, dans l'alimentation, dans la santé, dans le loisir. Voilà. Et juste, on doit continuer à défendre. C'est très important pour nous, pour le monde économique, mais c'est très important pour l'image, c'est très important pour l'attractivité de notre territoire. On doit continuer à défendre le droit à l'expérimentation. C'est le nerf de la guerre pour l'innovation. Et ces génies dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont aujourd'hui des leaders mondiaux comme CMA-CGM à côté, génies parce qu'à l'époque, ils prennent le pari du container. Si on n'a pas ce droit à l'expérimentation, si on n'a pas ce droit à essayer, à innover, eh ben on n'aura plus ces génies mondiaux sur ce territoire. On va y revenir évidemment. Richard Gibaud, je le disais, vous êtes le représentant de la Fédération des industries nautiques, notamment en charge de la région sud. Là encore, si on fait ce premier tour d'horizon, Fédération des industries nautiques, ça veut dire que sur cette région sud, vous l'avez souvent dit, je vous ai souvent entendu le dire, il y a, Jean-Luc Chauvin en parlait, des pépites, du traditionnel, de l'historique. Qu'est-ce qui fait la particularité, selon vous, dans ce monde du nautisme dans cette région? Le monde du nautisme, c'est un monde qui marche sur deux pattes, on va dire. Il y a le nautisme, c'est-à-dire la plaisance inférieure à 30 mètres, on va dire, et la plaisance au-dessus de 30 mètres. Ces deux métiers reposent sur un artisanat d'excellence qui est un tissu de petites entreprises qui sont partout dans le territoire et partout en France, parce qu'on est le leader mondial. La France est le leader mondial de la construction de bateaux à voile, ça fait toujours du bien de le rappeler. On est numéro 1 dans la construction de bateaux et dans la course au large. On est le numéro 4 dans le constructeur de bateaux à moteur. On est, pour le parti yachting, le numéro 3 mondial de la partie refit dans le monde. On a la moitié de la flotte mondiale des grands bateaux qui vient dans les eaux méditerranéennes pendant l'été pour le tourisme et pendant l'hiver pour le refit. Donc, cette filière, elle est dynamique, elle est importante dans le territoire et comme vous l'avez dit, elle irradie au-delà de la technique, du métier matériel. Elle irradie autour du tourisme, autour d'une économie locale et donc elle irrigue partout dans le territoire de l'économie, de l'emploi, de la formation. Et on entend en effet la thématique qui émerge depuis tout à l'heure, de l'innovation, de l'énergie, bien sûr, qui va porter l'ensemble des sujets. Oui, alors il y en a dans tous les étages, que ce soit dans les ports, que ce soit dans nos métiers, que ce soit dans les unités qu'on met sur l'eau. On est un centre de recherche et développement très important. Comme on est d'une place mondiale de choix, bien évidemment, tout ce que nous créons ici, tout ce que la course au large met en avant, on le retrouve ensuite dans un certain nombre de métiers. Et tout cela, comme on dit, l'économie bleue, oui, mais l'économie bleue sans protection de l'environnement, pour nous, elle n'aura pas de futur, en fait. C'est-à-dire que si on sera écologique, on sera respectueux de l'environnement, sinon nous n'aurons aucun futur dans ce métier-là de la plaisance et du yachting.
Philippe Gonel, votre voisin qui est à côté, vous représentez Suez, vous êtes son directeur délégué français Outre-mer. Je voudrais que vous puissiez prolonger ce que disait Richard Gibault. En effet, on est en train de faire ce premier tour d'horizon sur le poids finalement de l'économie bleue. L'économie bleue sans environnement, sans regard appuyé autour de l'écologie, ce n'est pas le même poids dans la région. Pardon. La mer, c'est un moteur économique, mais c'est aussi un bien commun relativement fragile. Et donc, il n'y aura pas d'économie bleue sans le développement de technologies, de techniques de préservation de l'environnement, sans la prise en compte de l'environnement dans pas mal de projets qui vont se faire et se dessiner sur nos territoires, et sans la préservation, on va dire, de ce bien essentiel au travers des services qu'on peut y apporter. Et c'est ce que vous faites, vous, au travers de Suez? Oui. Suez, c'est un acteur majeur du développement durable, donc par essence, le traitement des eaux, la collecte des déchets, mais aussi par de l'ingénierie, par du conseil, par le développement de solutions fondées sur la nature, par la prise en compte de l'environnement dans la plupart des projets. Voilà. Nous intervenons en conseil des collectivités et des industriels sur le sujet. Merci Philippe Gonel, je reviens évidemment tout à l'heure avec vous sur les autres sujets. Je voudrais passer la parole à Martial Alvarez. Vous avez un micro, tiens, prenez ce micro-là. Vous êtes le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On parle du poids de l'économie bleue, du maritime sur le territoire. Qu'est-ce que ça change quand on est le maire d'une ville sur ce littoral et qui a donc pour première vitrine le maritime? Ce sont des atouts, ce sont des inconvénients, ce sont aussi des enjeux forcément à intégrer dans une politique municipale? Bonjour, oui, déjà quand on est maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on peut dire qu'on est accroché à la mer, au fleuve aussi, puisque l'embouchure du Rhône se situe sur ma commune, et donc les enjeux liés à la mer et au fleuve sont importants. Un élu local, je crois qu'il doit avoir comme première attitude l'engagement de faire respecter la conciliation des usages, parce qu'il est important de se dire que cet espace est partagé. Et le citoyen a l'habitude aussi de s'approprier cet espace. Et bien souvent, il est parfois frileux sur l'ambition que l'on peut avoir pour accompagner le développement de l'économie bleue, en sachant que, M. Chauvin le disait remarquablement bien, l'innovation, je crois, c'est la perle, c'est nécessairement ce qu'il faut entreprendre pour pouvoir développer de même pour nos enfants des solutions qui leur permettront de trouver un épanouissement personnel, du travail et créer de la richesse pour les communes. Nous, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on a fait le pari de la mer. On a fait le pari de la mer avec la métropole, avec la région. On a fait naître cette volonté de pouvoir avoir de l'assiottage jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône sur cette façade métropolitaine, une ambition partagée pour développer les activités en lien avec la mer, partager la plaisance, partager les activités économiques. Et les grands enjeux qui sont ceux de demain, c'est bien entendu utiliser la mer pour produire de l'énergie. Et c'est vrai que la commune s'est largement impliquée et engagée dans le développement de l'éolien en mer et de pouvoir faire son rôle de conciliateur, son rôle un petit peu d'accompagnateur entre les populations et les process industriels pour que ça avance. Et aujourd'hui, dans ce grand débat qui fait que on va devoir, et notamment dans le cadre de l'activité du Grand Port Maritime de Marseille, être encore plus moteur, et j'espère que nous serons des élus courageux pour pouvoir s'affranchir de toutes les difficultés qui font que pour réinventer cette économie bleue, il va falloir aussi qu'on soit courageux sur la conciliation de la balance entre les contraintes que devront créer la préparation des atouts qui nous permettront de développer le port, et je pense notamment son alimentation en énergie, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'électricité. Et c'est vrai que pour moi, la première chose que je dis à mes administrés, c'est qu'on n'oubliera pas les activités séculaires qui sont celles qui, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, ont fait que la pêche, la plaisance, l'activité portuaire resteront les pierres essentielles et angulaires pour pouvoir accompagner le développement de demain. Merci beaucoup. On va évidemment revenir sur l'ensemble de ces sujets. Vous me faites la transition parfaite avec Hervé Martel, président du Grand Port Maritime de Marseille. On parle de l'activité portuaire. Alors, j'avais intitulé ça « À quai et sur l'eau » parce qu'on a quand même des sujets très importants. Et on en parlera évidemment avec CMA-CGM qui est aussi à quai et sur l'eau. Mais il y a quand même des sujets autour des ports et on commence à le décider. Quels sont les enjeux? Et il faut quand même qu'on le rappelle à nos lecteurs, aux citoyens, autour des ports aujourd'hui, sur les prochaines années. Monsieur le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, commencez à les dessiner. Alors, les enjeux sont majeurs et on a, je crois, une accélération de l'histoire en ce moment.
Le film a très bien rappelé l'histoire des ports. Port de Fos, 3e port mondial pour le pétrole, avec le développement du raffinage, de la pétrochimie, de la chimie, une activité carbonée qui est en pleine mutation. Site majeur en matière de sidérurgie, on ne l'a pas évoqué, mais Fos est également un enjeu majeur en matière de sidérurgie. Sur les 42 600 emplois que génère le port, emplois directs, la moitié concerne l'industrie. L'autre moitié, c'est les transports et la logistique. C'est donc le transport de conteneurs, le transport de remorques, enfin bref, tout ce qui est transport et logistique. Et là aussi, mutation majeure avec des défis absolument colossaux auxquels doivent faire face les armateurs sur la décarbonation de leur activité. C'est un défi très important pour le port, décarboner l'industrie comme décarboner les transports. On est concerné, on est partenaire de l'ensemble de ses clients. Et donc, une accélération de l'histoire, je le disais en introduction, avec dans les 5 à 10 ans qui viennent, une mutation profonde et extrêmement importante de ce qui se passe sur le port. Ça veut dire... ça va s'illustrer comment pour nos lecteurs? J'ai oublié de parler du transport de voyageurs. C'est plus de 4 millions de passagers, que ce soit la croisière, la Corse, le Maghreb. Bref, tous ces secteurs sont impactés. Ça s'illustre comment pour le maritime? Ça s'illustre avec le branchement à quai, avec le soutien de la région sur le programme Escale Zéro Fumée. Nous sommes, je crois, parmi les leaders mondiaux sur le branchement à quai. Nous branchons les navires lorsqu'ils sont à quai afin qu'ils puissent couper leur moteur. C'est vrai pour la Corse, c'est vrai pour le Maghreb. Dès l'année prochaine sur l'activité croisière et avant 2030 sur l'ensemble des activités concernées par le règlement. Ça porte sur les carburants. Les carburants, on est un des ports, il n'y a pas tant de ports que ça dans le monde qui proposent, grâce à CMA, CGM et à Total, des carburants alternatifs, du gaz naturel liquéfié, qui règlent toutes les questions de pollution atmosphérique, pas toutes les questions de gaz à effet de serre, mais il n'y a plus de particules, plus d'oxyde d'azote, plus d'oxyde de soufre grâce à ces carburants. Et puis c'est travailler sur l'avenir, et c'est là que la stratégie industrielle rejoint la stratégie de transport maritime, c'est travailler sur des carburants biosourcés, des carburants de synthèse qui s'imposeront au secteur du transport maritime. Et donc, nous avons plusieurs projets industriels de grande ampleur pour être l'un des sites où on produira notamment du méthanol de synthèse avec de l'hydrogène et avec de l'énergie nucléaire que nous avons en France. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette mutation, le port de Fos a absolument tous les atouts pour être un leader à l'échelle européenne ou mondiale. Et tous ces atouts, parce que c'est un port industriel historiquement, parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont présents et réutilisables. Et donc, une mutation, une transformation absolument extraordinaire dans les années qui viennent pour le port de Marseille-Fos. On parle de 10 000 emplois supplémentaires créés quand même sur la zone de Fos. C'est considérable, en effet. Damien Denisot, vous êtes le directeur de la communication du groupe CMA-CGM. On l'a vu dans ce film, l'évolution grandissante du groupe CMA-CGM, et on entend les propos d'Hervé Martel. Comment ce groupe-là est en train de percevoir ces évolutions de l'activité portuaire? On l'évoque, la décarbonation, l'activité économique, des emplois par milliers qui sont attendus. Ça va forcément, vous travaillez main dans la main pour intégrer ces ambitions-là? Le micro fonctionne, normalement. Oui. Parler d'économie bleue, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Isabelle Campagnola-Savon le disait, 140 000 emplois en région sud, c'est 500 000 emplois à l'échelle nationale. C'est une étude du cluster maritime français. Et nous, CMA-CGM, on y a cette contribution à travers 20 000 collaborateurs en France, 1400 marins français. C'est des chiffres qui sont importants et qui permettent effectivement de mesurer. C'est des emplois concrets, non délocalisables, souvent qui nécessitent beaucoup d'expertise. Et donc, on a cet enjeu. Je me permets de rajouter un point, c'est que tout à l'heure, c'était dit, 80% du commerce mondial transite par voie maritime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un enjeu de souveraineté pour le pays. Et ça, c'est important de le rappeler. On a des enjeux de connexion du pays, de la France au reste du monde, et ça passe par la voie maritime. Je rajoute que quand des territoires ultramarins se trouvent en grande difficulté, c'est toujours bon d'avoir un opérateur français ou européen en capacité de réorganiser ses services maritimes pour aller desservir ces territoires qui font face à des défis humanitaires extrêmement importants. Ça a été le cas à Mayotte récemment avec Chido. Pour en venir à votre question, Olivier, sur le sujet de ces défis, nous, on pense qu'ils sont de 3 ordres. Le premier, il est environnemental, ça a été dit. On a un enjeu majeur. Le transport maritime est déjà très performant d'un point de vue environnemental. À la tonne transportée, c'est beaucoup plus compétitif que d'autres modes de transport. Mais on doit continuer, on doit aller plus loin. Donc il y a la question, à travers les différentes solutions que nous apportons, du profilage des navires, de leur hydrodynamisme, même de leur aérodynamisme, puisque les porte-conteneurs doivent mieux pénétrer l'air. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et bien sûr, le sujet des carburants, Hervé Martel le disait à l'instant,
sur le gaz naturel liquéfié. Nous, on a déjà 77 navires qui sont en opération aujourd'hui, qui sont propulsés à des énergies alternatives au fioul, et on en aura 162 d'ici 2029 pour une flotte actuelle d'un peu plus de 650 navires. Donc on voit, c'est de plus en plus structurant dans notre flotte. Le deuxième grand défi, c'est le défi de l'innovation et de la technologie. C'est un défi numérique, c'est un défi d'intelligence artificielle. Nos bateaux sont désormais de plus en plus équipés de capteurs qui permettent de faire de la maintenance prédictive, qui permettent de travailler sur ce sujet. Et le troisième défi, c'est un défi humain. Aujourd'hui, je le disais, nous, on embauche 1000 marins par an dans le monde entier. Il y a un enjeu énorme de formation pour pouvoir intégrer ces éléments sur l'environnement, sur la data, sur l'intelligence artificielle. Et également, un enjeu qui est très fort et très important pour le groupe CMA-CGM, c'est la féminisation des emplois du maritime. Et on a lancé un programme extrêmement important. Aujourd'hui, on a à peu près un peu moins de 400 officiers de la marine marchande mondiale qui sont des femmes. On s'est fixé un objectif de 600 sur 13 000 marins dans le monde. Ça peut paraître peu, mais c'est un effort extrêmement important qu'on souhaite appréhender. On prolongera cette discussion autour de l'emploi et de la formation dès demain avec notre rencontre consacrée à ce sujet. Gardez le micro, s'il vous plaît, Damien Denisot, parce que je voulais vous interroger, quand on a regardé le film, on parlait des mastodontes de CMA-CGM avec des bateaux qui sont assez extraordinaires. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des projets de bateaux plus gros, plus grands, plus rapides, plus forts, enfin, est-ce que la technologie permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin ? Le reportage était intéressant. Hein. Il y a quelques années en arrière, on disait que c'était un bateau de 11 000 boîtes, 11 000 conteneurs, qui était vraiment le top du top. Ensuite, on est passé à 18, maintenant à 23, 24. Il faudrait aussi poser la question aux autorités portuaires. On pense qu'on commence maintenant désormais un petit peu à plafonner à 24 000 boîtes, qui ne peuvent pas d'ailleurs desservir tous les ports, hein, seulement des ports qui ont pu faire des investissements utiles et nécessaires pour les accueillir. La vertu de ces bateaux, évidemment, c'est qu'ils transportent énormément de volume, hein, et donc l'intensité carbone, c'est-à-dire l'émission de CO2 à la tonne transportée, il est imbattable. Il est imbattable véritablement, hein, par rapport à de l'avion, du camion, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui permettent de massifier les flux. Derrière, notre organisation maritime, c'est une série de bateaux, hein, des bateaux de très grande taille, de 24 000 jusqu'à 18 000 boîtes, et puis des bateaux de plus petite taille qui permettent ensuite de dispatcher les flux sur des services secondaires. Donc on est probablement maintenant à une taille qui devrait se stabiliser. Voilà, pour répondre à votre question. Hervé Martel, peut-être prenez la parole, et puis je passerai la parole ensuite à Philippe Malagola. Est-ce qu'on peut accueillir de plus grands bateaux que ceux qu'on a aujourd'hui sous nos yeux ? Alors, bon, ce qu'on constate, c'est qu'après, effectivement, une croissance très rapide au cours de la décennie ou des 15 ans qui précèdent, on est à peu près stabilisé, en tout cas en termes et les dernières générations de navires sont stabilisées en termes de longueur, un petit peu moins de 400 mètres, quelques mètres de moins que 400 mètres, et en termes de tirant d'eau, de profondeur. Plutôt sur la largeur. Probablement l'une des raisons, c'est effectivement que beaucoup de ports dans le monde ne sont pas en situation, de par leurs infrastructures, d'accueillir des navires avec des tirants d'eau supérieurs ou avec des longueurs plus importantes. Ça n'est pas le cas dans les ports français et notamment dans le port de Marseille. Et puis il y a la question du volume de marché à transporter qui fait que je crois qu'on est arrivé à un palier. Alors, ce que sera l'avenir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on constate depuis quelques années que 24 000 conteneurs, ça a l'air d'être un palier, je ne sais pas s'il faut dire raisonnable, mais en tout cas un palier avec une certaine stabilité sur les commandes. En revanche, l'innovation, ça porte effectivement sur ce que rappelait Damien Denisot, sur la technologie, sur les carburants. Ce palier ne veut pas dire une stabilisation de la construction navale et de la modernisation des navires, bien entendu. C'est bien compris. Philippe Malagola, on est ravi de vous accueillir. Vous êtes le président du port de Sète, Frontignan. On voulait évidemment avoir un regard au-delà de Marseille, vous l'avez compris. Hein. Là, vous êtes en forte concurrence. On est les patrons ici. Mais bon, on a quelques liens, Philippe Malagola et moi-même. Donc, on connaît bien cette région d'Occitanie. Comment vous appréhendez, vous aussi, ce sujet ? On a parlé de la région sud, alors Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans l'Hérault, par exemple, est-ce que vous avez des liens avec le secteur de Marseille ? Est-ce que la problématique est imaginée de la même manière sur la décarbonation, sur l'environnement, sur l'innovation aussi ? Oui, tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir franchi le Rhône et venir ici entouré de beaucoup de Marseillais. Le port de Sète, c'est un port beaucoup plus modeste que celui de Marseille-Fort, mais en fait, les enjeux sont vraiment les mêmes. On se rend compte que pour un port décentralisé comme le nôtre, qui appartient à la région Occitanie,
travailler sur 3 grands secteurs d'activité, le port de commerce qui représente 80% de l'activité du port de Sète, et la pêche, on en parle un peu, mais c'est une activité fondamentale à Sète, puisque c'est le premier port de pêche en Méditerranée française, et aussi la plaisance, là on a un port de taille plus moyenne, mais on a des enjeux qui sont exactement les mêmes que celui de Marseille. Vous parlez de coopération, on en a eu 2 à ma connaissance. La première, c'est quand Marseille a décidé d'électrifier ses quais, eh bien, ils sont venus nous aider pour faire les bons choix techniques. Et maintenant, ça y est, on a électrifié une partie des quais du port de Sète. On va commencer, nous aussi, les croisières d'ici 1 an ou 2. Et puis, nous avons fait bénéficier, je l'espère en tout cas, Marseille, du port de Marseille, de toute notre expérience en matière de production d'électricité renouvelable sur les bâtiments ou au sol. Donc, on voit que les enjeux sont les mêmes. On n'a pas de trafic de conteneurs tel que vous l'avez évoqué, que ce soit CMA ou Marseille ou d'autres. On en a quelques-uns, mais ce n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'on peut voir à Marseille-Fos ou au Havre ou dans des grands ports du nord de l'Europe. Mais les enjeux sont vraiment strictement les mêmes, d'autant que le littoral héroltais, que vous connaissez bien Olivier, est assez fragile. Nous sommes entre la mer et les étangs. Nous avons un outil industriel au port de Sète qui est assez important. On produit par exemple des biocarburants pour les centrales électriques. Et à chaque fois qu'on a un projet de ce type industriel, puisque c'est un établissement public industriel... Dans cette décarbonation, oui. Et comment le faites-vous ? Nous avons signé avec CMA-CGM un contrat de partenariat pour produire du biométhane à partir des déchets, déjà dans un premier temps, pour verdir la production de biométhane. Nous faisons aussi du routage avec des prévisions vent courant sur toute la planète, avec de l'information en temps réel qui est donnée aux navires de manière à ce qu'ils puissent optimiser leur trajet et réduire leur consommation de carburant. Après, nous allons travailler bien sûr sur des projets d'aménagement, soit sur des boucles de thalassothermie, production d'énergie à partir de l'eau de mer, comme à Cannes, Port-de-Bouc. Il y a aussi un gros projet qui est à Marseille actuellement. Et nous allons aussi aider à concevoir des aménagements qui vont... Liés à l'activité économique, comment Suez travaille ce sujet ? Est-ce que vous avez lancé des plans massifs pour accompagner les entreprises ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à conduire ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont un grand moteur pour l'innovation, pour mettre en place des solutions de développement durable, des solutions d'économie qui permettent de réduire leur impact carbone. Donc ça, c'est un plaisir de travailler avec les grandes entreprises pour ça. Et donc, bien sûr, tous les acteurs de la filière environnement sont très intéressés par ces sujets et sont à leur service, en plus des travaux que nous faisons directement pour les collectivités et pour les établissements publics. Nous reviendrons avec vous sur les énergies vertes, évidemment, parce qu'il y a des sujets, et puis sur l'eau, évidemment, puisque c'est un sujet majeur. Isabelle Campagnola-Savone, vous avez entendu quelques-uns des acteurs. Je voudrais qu'on revienne sur l'activité portuaire. C'est un peu notre fil rouge depuis ce deuxième point. Combien on entend le nombre de bateaux, les 10 000 emplois qui vont venir. Demain, à notre table ronde, on parlera de formation et d'emploi. Mais là, sur l'activité économique, comment la région s'intègre sur ce sujet ? Effectivement, le grand port maritime de Marseille est un poumon économique, et donc sa compétitivité pour nous est essentielle. C'est la raison pour laquelle nous sommes très présents sur aujourd'hui cette feuille de route qui a été établie avec tous ces projets de réindustrialisation de la zone de Fosberg, parce que ce sont des projets d'implantation industrielle qui vont permettre la décarbonation, mais aussi on est là présent pour aider les industriels présents à se transformer justement, et c'est en réalité tout le territoire qui va en bénéficier, à la fois pour la création d'emplois qui va y être liés. Hervé Martel le rappelait tout à l'heure, c'est plus de 10 000 emplois, mais aussi c'est tout le travail derrière d'infrastructures, les logements, la mobilité. Évidemment, on travaille parce que la décarbonation passe aussi à travers la mobilité, autre que le transport maritime, mais qui est forcément liée. Et cette compétitivité, quand on a cette place stratégique, géographique, qui est la porte de la Méditerranée, mais aussi l'ouverture sur cette Interland, on travaille avec l'axe MERS qu'on connaît pour permettre justement de développer cette économie à travers l'Europe et l'Europe du Nord notamment, pour essayer d'être compétitif par rapport aux autres ports, qui sont les ports de Gênes et de Trieste. Et pour nous, c'est extrêmement important d'apporter tous les investissements et les appuis nécessaires pour faire que ce grand port puisse être compétitif et reste le premier. Aujourd'hui, on travaille aussi à travers la décarbonation et l'environnement, de tout ce qu'on peut apporter, justement, parce que, Hervé le rappelait tout à l'heure, nous avons mis en place le plan Escale Zéro Fumée,
le plan 1, il l'a très bien dit, bien sûr, sur tout ce que ça peut apporter pour la connexion électrique à quai, pour tous les ferries nationaux et internationaux. Mais aujourd'hui, on est sur la connexion des navires de croisière, la connexion des porte-conteneurs. On est en avance, en fait, sur les réglementations de l'Organisation internationale maritime qui arriveront d'ici 2030 pour permettre justement de garder cette idée que nous avons le grand port maritime le plus vert d'Europe. Et c'est pareil sur les ports de plaisance. Nous avons fait des conventions avec l'Union des ports de plaisance. Aujourd'hui, on a mis en place une norme ISO qui a été reprise au niveau mondial parce que nous sommes vraiment leader en la matière sur nos ports du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Même si vous ne pouvez pas nier, on a eu beaucoup de retours évidemment de lecteurs et vous les avez, c'est peut-être une occasion d'en parler, que toute la question se pose autour de la plaisance, de la croisière évidemment et tout ce que ça peut engendrer sur l'environnement. Et là aussi, il y a des projets pour accompagner les croisières. On a beaucoup de débats dans les villes, ici même, on l'a vu à Nice d'ailleurs, où le maire Christian Estrosi remettait en question les croisières au nom de l'environnement et de l'écologie. Il ne remet pas en cause les croisières. En tout cas, l'activité et l'arrivée des croisières, des croisiéristes, des bateaux au port de Nice. C'est deux choses différentes. En tout cas, nous, ici à la région, on est ravis à Marseille d'accueillir un bon nombre de croisiéristes parce qu'ils participent énormément au développement économique de la ville de Marseille, notamment, mais aussi sur l'intégralité de ce territoire, pour savoir qu'il y a des personnes qui arrivent et qui prennent une nuitée avant d'embarquer sur un bateau, qui consomment sur la ville de Marseille, les escales consomment également. Et donc forcément, pour nous, c'est une économie qui doit être développée. Alors, elle ne doit pas être développée en non-adéquation avec évidemment notre environnement. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec l'amélioration de la qualité de l'air également. C'est la raison pour laquelle nous mettons des investissements nécessaires. Le plan Escale Zéro Fumée 1, c'était 30 millions d'euros de la région. Le plan Escale Zéro Fumée 2, c'est à la fois 14,6 millions d'euros. On va rajouter 10 millions d'euros par le FEDER parce que l'un ne peut pas empêcher l'autre d'exister. Nous voulons tous que notre ville soit attractive, continue à se développer économiquement à l'échelle métropolitaine et régionale. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les industriels, avec les croisiéristes et le Grand Port de Marseille dans tous les investissements nécessaires pour permettre justement que tout cela fonctionne en adéquation. Merci beaucoup. Jean-Luc Chauvin, on parlait d'innovation et on l'entend depuis ce début de matinée. Marseille est un hub mondial de l'innovation. Je pense au câble sous-marin, par exemple, où on sait qu'on est évidemment très regardé, très sollicité. Comment la Chambre de commerce accompagne cela aussi et sur quelle thématique vous avez les uns et les autres intérêt à vous rassembler pour vous projeter et travailler des retombées économiques? Alors, d'abord, deux remarques. Le poids économique du maritime, tel qu'il est imaginé, à l'horizon 2030, c'est 3 000 milliards de dollars d'activité économique au niveau mondial. Et c'est 40 millions d'emplois temps plein. Donc vous voyez bien que quand il y a un impact de ce type-là au niveau mondial, et vu la position qu'on évoque depuis ce matin pour notre grand port maritime, pour notre territoire, pour notre façade maritime sur la métropole et en région, on doit y participer. 3 convictions. La première, je vais y revenir parce que je trouve que le débat est souvent mal posé. Il ne faut absolument pas opposer économie et écologie. Et le débat que nous venons d'avoir, ou l'échange que nous venons d'avoir sur le croisiériste, même si les questions sont légitimes, doivent être pris d'une autre façon. La réalité, c'est comment on fait pour tous ensemble inciter, par l'innovation, et je reviens à votre question, par l'innovation, à devenir les leaders, les premiers, les plus vertueux. Et surtout pas à dire « Ah non, mais ça pose un problème, je reviens en arrière ». La discussion que l'on a, c'est celle d'un monde qui continue à se développer de façon vertueuse et un monde qui revient en arrière. Voilà. Et donc, on est vraiment sur ce sujet. Le deuxième point, pour notre territoire, la deuxième conviction, c'est qu'on a obligatoirement, et quand je vais dire ça, ça va peut-être paraître bizarre pour un certain nombre, la nécessité sur ce territoire de renouer avec la mer. Ce territoire est un territoire, malgré son aventure historique, découvert par la mer, premier port de trafic de marchandises avec l'Orient pendant des décennies, en avance sur ces sujets.
est un port qui, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, a perdu son engouement pour la mer et a préféré regarder le nord, la terre. On a un territoire qui a été bâti par la mer, on a un territoire qui a toujours été riche et développé, qui a été puissant, qui a compté dans le monde. Quand on regardait la mer, quand on travaillait avec la mer et quand on comptait. C'est notre nature. Et il faut justement renouer avec ça et accepter, accélérer, parce que ça fait partie de nos gènes, de notre ADN fondateur depuis 2600 ans. Troisième conviction pour moi, qui est assez importante aussi, c'est qu'il y a quelques filières à faire monter dans l'innovation en puissance. Ces filières à faire monter dans l'innovation, on a parlé de la logistique portuaire, des aménagements, des quais, des bateaux, on a parlé effectivement aussi de tout ce qui est la plaisance, tout ce qui est le nautisme. Et on a des propositions concrètes à faire, des propositions qu'on fait maintenant depuis longtemps. Pourquoi on ne crée pas une vraie activité de plaisance de nautisme à l'Anse du Pharo? Ça fait 12 ans qu'on le propose. On a aujourd'hui des terrains vagues avec des AMI sur des morceaux de dossier. Monsieur le vice-président de la métropole, il est temps d'accélérer l'ambition et de lui donner les moyens de se réaliser. Mais enfin, on a quelques filières importantes d'avenir. On parle de l'énergie marine. Alors, l'éolien offshore, moi j'ai envie de parler de plus en plus de thalassothermie, de raccrochage de thalassothermie, de faire en sorte d'utiliser l'énergie de la mer pour chauffer et pour refroidir nos bâtiments. Ça paraît impossible, mais je raconte toujours une anecdote. À Genève, ils l'ont décidé. Ils ont donné 5 ans. Ils l'ont d'abord imposé à tous les bâtiments neufs. Et ils ont donné 5 ans pour relier tous les bâtiments anciens. Ils vont y arriver. Ce qui est possible à Genève devrait être possible chez nous. La seule limite à ça, c'est la volonté. Et c'est l'engagement d'y aller. Et oui, on a fait un quartier euro-méditerranéen qui est exceptionnel, dans lequel on propose des boucles de thalassothermie pour pouvoir s'y relier. Et moi, je dis qu'on n'est pas allé assez loin. On aurait dû imposer à tous les bâtiments d'être branchés sur ces boucles. C'est ça l'innovation. 2 autres sujets très rapides. Allez-y. L'océanographie. Il ne faut surtout pas oublier. Et ça touche un certain nombre de sujets. Et notamment le sujet qui va tourner autour des câbles que vous avez évoqué. Comment on le traite, comment on fonctionne, comment on appare, Et on voit bien d'ailleurs, semble-t-il, votre quotidien s'en est fait les échos la semaine dernière, qu'il y a eu un petit incident en mer Rouge. Ça n'a pas empêché le monde de continuer à fonctionner, alors que 5 ans ou 6 ans avant, ça avait été avec d'autres dimensions. Et donc on voit bien qu'on progresse. Innovation, comblement des routes, nouvelles routes, technologie, voilà. Et quelque part, sport et loisirs, je parlais de plaisance, j'ai envie aussi de parler de l'héritage des JO. On en parlera vendredi lors de notre conférence. De la marina, et surtout du fait que le grand public, c'est-à-dire les Marseillaises et les Marseillais, les Provençaux, les Bucco-Rhônaniens doivent pouvoir avoir accès à toutes ces opérations qui bénéficient à la mer. Et ça, c'est aussi une forme d'appropriation et de développement économique pour nous tous. Merci Jean-Luc Chauvet. On parlera de sport, d'identité, de culture vendredi, ici même à 10h. Richard Gibault, peut-être là aussi, on avance sur notre table ronde. Comment on se projette, on évoque un certain nombre de sujets. Comment la Fédération des industries nautiques pense à 10 ans l'activité? Alors déjà, je souscris complètement aux propos qui viennent d'être tenus sur l'économie versus l'écologie. On ne peut plus aujourd'hui arriver, parce qu'on pèse, nous, une industrie de 7 milliards d'euros en France, 50 000 emplois, être la caution légitime de tout et n'importe quoi et nous donner accès à faire ce qu'on veut, comme on veut, n'importe où. C'est pas le... Par contre, cette donnée en chiffres, elle nous donne une responsabilité de devoir transformer cette économie pour qu'elle puisse perdurer et pour qu'elle puisse être une filière d'avenir. Dans cette filière d'avenir, nous, on travaille sur plusieurs sujets. Bien évidemment, la décarbonation à travers des recherches sur des nouveaux moteurs, des nouveaux carburants. Donc on a des groupes de travail sur lesquels on travaille avec les motoristes, avec les constructeurs. On accompagne aussi la filière de construction, et la France, à travers la Fédération des industries nautiques, a été à l'initiative mondiale de la création d'une démarche ACV, analyse du cycle de vie des bateaux, que ce soit sur le cycle de vie qui démarre à la construction jusqu'à l'usage. Et cette initiative a été reprise par EBI, les constructeurs, la Fédération des constructeurs européens, pour qu'on puisse être capable de guider le consommateur et le plaisancier pour l'informer sur l'impact réel du bateau qu'il est en train d'acheter, de par les matières premières jusqu'à l'usage. On a aussi une filière
dont la France est aussi à l'origine, et il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Et on aimerait que l'Europe, justement, reprenne cette initiative pour qu'elle puisse mettre sur un pied d'équité tous les pays. C'est l'APER, par exemple. C'est une association qui aide à la déconstruction des navires jusqu'à 24 mètres. Et les constructeurs, ceux qui mettent sur le marché des navires en France, payent une taxe. Cette taxe aide à financer la déconstruction des navires ventouses qui restent dans les ports. On aide à travailler sur les éléments juridiques pour la déchéance de propriété, pour récupérer ces navires et ensuite les déconstruire à travers une filière. Cette filière, elle aussi, elle a évolué. Elle a réussi à recycler un certain nombre de matériaux, même si nos matériaux, in fine, la coque, la résine, le composite, c'est plus compliqué à lui retrouver une reconversion, mais on progresse. Et on a encore progressé dans ces technologies-là, puisque maintenant, on s'est séparé la fibre du composite pour pouvoir aller le recycler. On a aussi un très grand engagement, nous, autour de la protection de la posidonie, puisque dans l'usage, là, ce n'est pas dans la construction, mais dans l'usage aujourd'hui, la protection de la posidonie, que ce soit en Corse ou en Méditerranée, représente un enjeu énorme pour pouvoir que le loisir nautique puisse être exercé dans de bonnes conditions et que la plaisance soit exemplaire. Un dernier mot sur... je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais l'acceptation sociale est une énorme responsabilité dans le futur de notre communication en tant que fédération, syndicat ou même toutes nos entreprises. Notre loisir, il est regardé par ceux qui sont de la terre et qui regardent ceux qui sont sur l'eau, et on doit être exemplaire à ce titre-là. Et donc, je crois qu'un des enjeux, c'est comment communiquer, comment expliquer pour que l'acceptation sociale fasse que la petite plaisance, mais aussi le yachting, soit accepté. On avait le sujet avec les croisiéristes, et c'est pour ça que ne tombons pas dans le raccourci « on ne veut plus de croisiéristes ». On veut des croisiéristes, d'une certaine manière, avec une certaine taille, une certaine pratique, un certain accueil dans les ports. Et c'est comme ça que nos métiers vont pouvoir coexister dans cet environnement où la mer en Méditerranée est un territoire d'attractivité territoriale essentiel. Hervé Martel, peut-être pour prolonger ce que disait Richard Gibault sur cette évolution aussi évidemment globale, les bateaux, les fédérations, les ports, pour intégrer ces questions d'environnement. Alors, je crois profondément que de plus en plus, on verra les ports comme des éléments d'un système. On parlait de transport de logistique. Aujourd'hui, on parle de corridors verts qui relient les ports du monde entre eux par du transport maritime. Vous savez que la France est très moteur dans le corridor IMEC qui relie l'Inde à l'Europe, fortement porté par le président de la République et son représentant Gérard Mestralet. Cette logique de nœud dans un réseau mondial de corridors, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de marchandises conteneurisées ou qu'on parle de numérique, vous avez évoqué ça tout à l'heure, c'est de plus en plus à cette échelle-là qu'on doit travailler la stratégie des ports et dans une logique multi-acteurs. C'est encore plus vrai quand on regarde vers la terre, avec le projet Méditerranée Ronson. On est d'ores et déjà sur 2 corridors européens, 2 corridors transport, du réseau de transport transeuropéen. Mais cette logique de mise en réseau de ports maritimes, avec des ports intérieurs, avec des zones logistiques, avec des zones industrielles, je crois que c'est comme ça qu'on doit travailler la stratégie. CMA-CGM vient de prendre la responsabilité de l'exploitation du terminal de Lyon pour faire de ce corridor avec la Chambre de commerce. Avec la Chambre de commerce, on voulait le souligner évidemment, cher Jean-Luc Chauvin. CMA-CGM, et là on oublie les autres, mais pardon Jean-Luc. En tout cas, cette idée qu'on est sur un système et que ce système, c'est pas décharger des navires à Fos, c'est transporter des marchandises depuis l'Asie jusqu'à Lyon et même jusqu'à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ou Grenoble. Cette vision systémique, insérer la stratégie des différents acteurs dans ce système, c'est fondamental. C'est vrai aussi pour l'industrie. Clairement, la vision à 10 ans, c'est pas la zone de Fos. Oui, c'est la zone de Fos comme une zone de la sidérurgie verte, comme une zone des nouvelles énergies. Ça reste un hub énergétique. Mais comme la vallée de la chimie s'est développée grâce au port de Fos il y a plusieurs décennies, c'est bien à l'échelle de cet axe Méditerranée-Rhône-Saône qu'on va à nouveau construire un système d'industrie verte, décarbonée. Et voilà, qu'on parle de logistique, qu'on parle d'industrie, vision systémique avec cet objectif commun qui est l'amélioration de l'environnement. On n'a pas parlé de la biodiversité, c'est un on va y revenir dans quelques instants, qui est absolument majeur parce qu'on est sur des espaces très sensibles, mais si on y revient tout à l'heure, tout à fait. Avec Philippe Gonnet, je voudrais qu'on en parle dans quelques instants, mais d'abord Damien Denisot et puis Martial Alvarez. Peut-être Damien Denisot pour prolonger ce que disait Hervé Martel, parce qu'en effet, là aussi, lien très fort, on l'entend, l'IMEC dont on parlait tout à l'heure, et le rôle de CMA-CGM vers au-delà de Marseille.
Oui, bien sûr, je le disais déjà un petit peu dans mon propos liminaire, c'est qu'il faut bien regarder l'économie bleue comme une économie de connexion à l'économie mondiale. Et ça, c'est essentiel. Et effectivement, aujourd'hui, Hervé le disait à l'instant, avoir des opérateurs européens capables de connecter l'économie française au reste du monde, c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu évidemment de souveraineté, je le disais tout à l'heure, et c'est un enjeu environnemental aussi. Maîtriser une chaîne logistique de bout en bout, c'est aussi pouvoir jouer avec les différentes capacités des outils modaux. Quand vous êtes en capacité aujourd'hui de monter sur un wagon, sur du fret ferroviaire, quand vous êtes en capacité d'aller sur du fluvial, quand vous êtes en capacité, malgré tout, de temps en temps aussi d'aller sur de la route, etc. Quand vous avez la totalité de cette panoplie d'outils de transport, bien sûr le maritime aussi, vous êtes en capacité d'alléger véritablement la facture carbone pour vos clients. Et aujourd'hui, on a pris effectivement la gestion du port de Lyon avec la CCI, mon cher Jean-Luc, avec également la Caisse des dépôts, qui est également opérateur avec nous de ce terminal. Et c'est un enjeu extrêmement fort pour structurer l'axe Marseille-Lyon, évidemment, en passant par Port-Saint-Louis, cela va sans dire. Mais c'est aussi la capacité ensuite de remonter sur les hinterlands européens et d'avoir cet enjeu de pénétration du continent européen. Hein. Ce n'est pas juste la France qui se joue à travers ça. Hein. C'est vraiment la capacité de rentrer dans l'Europe et d'offrir ces différents modes de transport. Donc, CMA-CGM aujourd'hui très connu pour le maritime. On est aussi désormais un opérateur logistique et on a la capacité d'adresser tous les modes de transport pour le transport de marchandises. Martial Alvarez, je voudrais prendre la parole parce que comment, quand on est maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on pense à l'aménagement du territoire à 10 ans, lié à tous les sujets qu'on est en train d'évoquer, hein, finalement, l'évolution, la dynamique économique autour de la mer. Est-ce que penser à la mer, ça paraît évident, vous le dites, vous êtes accroché à la mer, mais comment on imagine cet aménagement du territoire ? Pour l'imaginer, ça marche très bien. Pour l'imaginer, je reviens et j'insiste sur ça, donc c'est moi qui avais parlé de l'acceptabilité. C'est surtout bien essayer de comprendre les enjeux majeurs politiques qui font que beaucoup de nos concitoyens croient à la décroissance comme une réponse vertueuse à leurs soucis du quotidien. Difficulté de circuler sur les routes parce que le transport maritime engorge les routes avec les camions, difficulté à avoir un état de santé satisfaisant parce que la pollution atmosphérique liée à l'industrie ou liée à l'activité portuaire peut être néfaste. Et tout cela, c'est un enjeu quotidien pour un élu local comme moi, hein. C'est de voir comment on peut accompagner. Parce que des fois, on a l'impression qu'on parle un peu comme des livres. Et quand on est un individu lambda, c'est compliqué de saisir, entre guillemets, cette volonté de dire oui, je suis fier de mon pays, la souveraineté, ça me parle, on a envie de réussir. Et moi, dans mon quotidien, en vérité, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, pour revenir à l'aménagement, c'est l'utilité pour un maire d'être le relais entre ce que le maire croit comme nécessaire et vertueux pour que nous puissions avoir un développement qui vise d'aller vers l'avant parce que le monde va vers l'avant et de ne pas ni stationner et surtout pas régresser et accompagner en exemple auprès de ses administrés le monde de demain qui sera issu de cette ambition ici. Et je le vois venir, la caution environnementale, la caution de préservation de la biodiversité ne devra pas conduire à ce que nous puissions préempter des espaces fonciers pour les entretenir et les mettre en réserve et préserver la biodiversité pour qu'elles servent de vitrine. Parce que ça va exclure les populations, notamment locales, de leur espace de vie. Je pense notamment dans le cadre de l'aménagement de mon territoire, si le parc de Camargue, qui a des espaces naturels précieux où la biodiversité vit à côté de l'industrie, serait demain un endroit d'atterrissage pour compenser l'impact de l'amélioration de nos routes, de l'amélioration de nos fonciers, il faudra penser à ce que ça soit surtout des endroits dont les populations ne sont pas exclues et au contraire puissent encore plus s'approprier cet environnement, l'ouvrir aux scolaires, l'ouvrir aux populations. Et tout ce système-là fait que de la même manière, quand nous appréhendons le foncier disponible sur notre commune, c'est de voir la part que nous pouvons consacrer à une industrie ou à une activité économique en lien avec la mer qui préserve ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire
les activités séculaires auxquelles les populations sont attachées. Je suis fier de mon huître de Camargue, je suis fier de savoir que j'ai encore des petits métiers de la pêche qui sont chez moi, je suis fier de savoir que un petit village des Bouches-du-Rhône est sûrement une des places portuaires en termes de places à flot et à sec existe et que la plaisance est une chance pour notre territoire. Et je suis fier de savoir que l'activité portuaire, le port qui nourrit l'activité de quasiment les 2/3 de mes administrés, puisse continuer à se projeter dans l'avenir. Et trouver justement ces mots-là, ces discours-là, c'est faire confiance à des projets novateurs. Je pense immédiatement, quand ma population a vu accueillir ce démonstrateur d'Eranova, qui à partir de l'algue fait du bioplastique, quand avec l'éolien offshore, nous avons imaginé un endroit où justement notre premier objectif, c'est de faire une vitrine pour que les scolaires, pour que les populations, pour que les gens puissent comprendre où sont les enjeux. Ce côté pédagogique, il est essentiel. Et à partir de là, quand nous développerons nos plans locaux d'urbanisme, quand nous développerons nos documents d'urbanisme, je pense que les gens appréhenderont mieux et comprendront mieux les objectifs. Et donc, on ne passera pas des réunions et des réunions entières à entendre ceux qui, de fait, seront de toute façon contre tout, parce que c'est leur principe. Et ça, c'est quand même important. Et je le dis à mes collègues ici, parce qu'on a l'habitude de partager beaucoup de réunions, beaucoup de temps d'échange, où la nécessité de pouvoir accrocher avec les élus locaux, justement, cet accompagnement dans le dialogue. Un exemple me vient en tête, mais par exemple, quand il s'agit de relier, de mettre un câble qui part des futures éoliennes sur le prochain projet d'EDF renouvelable et qui va venir à la plage Napoléon, il va falloir discuter avec les pêcheurs, il va falloir discuter avec ceux qui utilisent la mer, parce que demain, il faudra surtout que nous soyons conscients que cet espace est partagé et qu'il ne doit pas exclure. Et si on associe, on réussira. Donc voilà, c'est ça un petit peu le travail d'un maire et d'un élu local. Jean-Luc Chauvin, Cour, Philippe Malagola et puis Philippe Gonel. Allez-y. Plusieurs remarques. Je crois que Merci, ce qu'on est en train de dire est très important. Mais à la fois, et on est juste avant des échéances électorales locales, mais aussi nationales, mais à la fois, je crois qu'il faut aussi avoir de l'ambition. Il ne faut pas exclure, il faut concerter, il faut discuter, mais il faut avoir de l'ambition. Sans ambition, on n'aurait pas fait le port à Fos. Sans ambition, on n'aurait pas fait les barrages de la chaîne de la montagne qui alimente maintenant en eau notre territoire. Et donc, tout le débat, il est là. Quand on parle de l'axe Méditerranée-Ronson, concrètement, si on explique clairement, parce que c'est un débat de techniciens, mais si on explique à nos concitoyens la réalité, c'est quoi ? C'est pouvoir rendre fiable une solution alternative à la mise sur la route de camions pour transformer des marchandises. Voilà. Moi, je vais simplifier ça. Et le vrai sujet, c'est quoi ? 17% du trafic des marchandises en Europe se passe par les fleuves, 4 à 6% chez nous. Alors qu'on a le Rhône, alors qu'on a des infrastructures pour le faire. Et pour qu'on aille plus loin, ce que disait le représentant de CMA-CGM, c'est qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à Lyon, mais il faut se connecter aux grands corridors fluviaux européens. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur des grandes liaisons avec le Rhin et avec le Danube. Si on est capable d'expliquer, si on est capable de faire le bilan de ça, bien sûr qu'il y aura toujours des opposants, c'est ce que vient de dire Martial Alvarez, qui sont eux concernés. On est dans une situation où quand moi je suis concerné, même si c'est très bien, c'est pas bien. C'est bien si ça passe chez les autres. Mais il y a un intérêt général. Et il va falloir que l'État, dans ce pays, soit capable d'assumer des positions d'intérêt général. Par contre, il ne faut pas exclure, il faut concerter, il faut expliquer. Vous voyez où j'arrive ? J'arrive sur la boucle électrique THT 400 000 volts, celle qui est amenée pour desservir l'ensemble de la région et la sécuriser parce qu'on est en mono-alimentation, mais aussi pour alimenter l'industrie future décarbonée de Fos. Il y a une ligne déjà qui part de Jonquière, qui passe dans les Alpilles, qui descend par Arles et qui vient s'arrêter au Réaltor ou qui va dans l'ouest de la région. Cette ligne, elle est là depuis plus de 50 ans. Et on nous explique, par une poignée d'opposants, mais qui parlent beaucoup, qui font croire qu'ils sont majoritaires, qu'à 20 km, la ligne qui sera faite en dessous posera tous les problèmes du monde. Que les oiseaux n'arriveront pas à la passer alors qu'ils passent celle des Alpilles, que le prix des biens immobiliers va diminuer alors que Saint-Rémy de Provence, notamment où passe la ligne, n'est pas la ville la moins chère du département, mais c'est la plus chère, nous explique que ça va poser des problèmes en matière de tourisme. On voit bien que les Alpilles se sont développées depuis 50 ans de façon fabuleuse en matière de
de tourisme, nous explique que ça pose des problèmes agricoles. On sait tous qu'il y a de la très bonne huile, de l'élevage et d'autres productions dans les pays. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir le courage, une fois qu'on a expliqué, qu'on a concerté, de décider. C'est le rôle de l'État. Et moi, juste là-dessus, je veux dire qu'aux élus qui vont être maintenant renouvelés en 2026 et en 2027 pour les locaux et pour les nationaux, et à l'État, il faut assurer le développement des grands projets qui nous maintiennent dans les compétitions internationales, tout en améliorant la protection de l'environnement et de nos réglementations. C'est indispensable. Bien reçu. Les opposants ne sont pas les seuls à s'exprimer dans nos éditions. Tous les acteurs l'ont fait, évidemment, ces dernières semaines. Philippe Malagola, peut-être faire le parallèle. Comment ces sujets sont appréhendés de l'autre côté, à 7, vous en tant que président du port? Oui, effectivement. D'abord, le thème de la matinée, c'est l'économie bleue. Et j'ai regardé un peu quelle définition on donnait des ONG, des associations, des institutions, des gouvernements. En fait, bien sûr, il y a des interprétations qui sont différentes les unes des autres, mais dans tous les rapports que j'ai pu regarder, on voit que le développement durable revient à chaque fois, que vous soyez un gouvernement ou une ONG, y compris des ONG très axées sur la protection de l'environnement et la biodiversité. Ce développement durable, on le vit tous les jours dans un port, et je voudrais d'ailleurs dire un mot sur le lien entre terre et mer, puisque c'est effectivement, dans un port, c'est le lieu où les marchandises arrivent et où elles repartent. C'est un lieu logistique. De plus en plus, c'est aussi un lieu de production. C'est là où, d'ailleurs, on a des points communs, bien sûr, avec les autres ports, y compris les grands ports maritimes comme Marseille. C'est aussi un lieu de production. Et pour cela, à 7, en tout cas, nous développons ce qu'on appelle la multimodalité. Ça se fait dans d'autres endroits, mais nous essayons de le faire rapidement, parce qu'on l'a dit à un moment donné, la route, alors ce n'est pas accessoire la route, c'est quand même l'essentiel des marchandises qui repartent ou qui arrivent dans un port. Mais il faut absolument se libérer de ça et aller vers un transport ferroviaire, par exemple fluvial. On a la chance d'être relié à l'axe Rhône-Saône dont on parlait tout à l'heure par le canal du Rhône à 7, mais ce canal est sans sable. C'est un lieu extrêmement fragile, on en revient toujours à cette question de l'acceptabilité. C'est un lieu de tourisme, c'est un lieu où on peut effectivement... c'est un axe cycliste dans toute l'Europe, mais c'est aussi un axe économique dans lequel on fait passer des péniches. Et du fait de cet ensablement, de cette infrastructure majeure, qui a quand même été construite il y a quelques dizaines d'années, vous voyez, eh bien, on doit effectivement développer l'économie. Donc je trouve que l'enjeu majeur pour demain, pour les ports en tout cas, c'est de pouvoir recevoir et renvoyer des marchandises en décarbonant le plus possible. On le sait, le transport maritime, ça a été dit dans votre film, c'est 80% du transport de marchandises au monde et c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Il est déjà relativement vertueux, mais ce n'est pas du tout suffisant à l'échelle des ports et de la zone d'activité reflétée par l'activité économique d'un port. Merci beaucoup Philippe Malagola. Philippe Gonel, je voudrais qu'on puisse passer au sujet de la qualité de l'eau, de la biodiversité. On en parlait. Comment vous, Suez, vous accompagnez les villes, la dynamique pour solutionner ces questions-là? Parce que j'imagine qu'on vous pose souvent la question. La qualité de l'eau, comment le développement durable, la transition écologique sont des sujets majeurs et on a eu beaucoup de questions de nos lecteurs avant de passer la parole à nos lecteurs ici. Bien sûr, donc Suez... Allez-y, ça fonctionne. Ça marche, pardon. Suez, c'est un acteur majeur du traitement de l'eau et du traitement des déchets sur le territoire. 2000 emplois en région PACA, 1100 emplois sur le territoire de la métropole. Donc dans la gestion opérationnelle des rejets et du traitement des déchets. Pour des clients privés et pour des clients publics, et pour des clients privés, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le premier volet. Ensuite, nous allons prodiguer un certain nombre de conseils par rapport aux stratégies d'aménagement, aux stratégies de construction et aux stratégies, je dirais, de développement de nos partenaires, de nos clients privés et industriels, notamment sur le volet d'éco-conception, de développement et de préservation de la biodiversité. Sur le territoire, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'aménagements à prévoir sur le territoire et qu'effectivement, il faut prendre en compte ces aspects-là et préserver la biodiversité. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit, et c'est assez intéressant, c'est que la nature, elle est quand même fondamentale dans notre activité. Et finalement, la nature, on est capable de ne plus la voir lorsqu'on exerce une grande activité de nature industrielle sur le territoire. Si je prends un exemple, il y a en face du port à Fos, la flèche de la Gracieuse. La flèche de la Gracieuse, c'est quelque chose de naturel qui protège le port de Fos. Et c'est grâce à la flèche de la Gracieuse, finalement, que le port s'est développé
avec la protection d'un ouvrage naturel qui s'est fait comme ça par le biais des temps. Or, cette flèche de la Gracieuse, aujourd'hui, elle va être soumise à la montée des eaux, au risque climatique, au risque côtier. Et donc, il faut aussi prendre en considération la nature et essayer d'imaginer des solutions qui vont pouvoir la préserver pour maintenir l'outil industriel. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à des solutions de ce type-là pour pouvoir protéger le port de Fos. Sur la biodiversité, peut-être un mot, Richard Gibault et Isabelle Campagnol-Lasavon, peut-être Sur la biodiversité, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure sur la norme que les ports ont mis en place, c'est une norme qui est unique au monde, hein, c'est la norme 18725, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais et cette norme, elle a vocation justement à régir tout ce qui est vertueux à l'intérieur des ports, notamment les aires de carénage, la gestion de l'eau, tout ce qui peut être polluant dans un port. Mais dès qu'on s'attaque à la gestion de l'eau dans un port, par exemple, et qu'on veut travailler sur des processus de désalinisation ou autres, on bute sur un certain nombre, et c'est pas partout pareil justement en plus. C'est-à-dire qu'en fonction des autorités, des agences locales, nous n'avons pas la même réponse. Donc dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, on a réussi dans un certain nombre de ports à mettre en place des unités de désalinisation pour arrêter de gaspiller l'eau potable pour nettoyer des bateaux ou pour traiter des carénages. Ça marche dans certains endroits. Par contre, à Marseille, quand on veut essayer de le faire sur le port, etc., on est confronté à un certain nombre d'idéologies sur le rejet de la saumure, qu'on est capable de traiter dans certains endroits, mais qu'à certains endroits, on n'accepte pas de vouloir traiter. Donc toutes ces choses-là, il faut du courage, il faut de la volonté pour pouvoir le faire, parce que les solutions technologiques, elles sont là, et on peut les mettre en œuvre. Isabelle Campagnol-Lasavon, peut-être sur les projets portés par la région autour de ces questions de biodiversité. Oui, bien sûr. On peut rappeler, vous en avez parlé, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, des herbiers de Posidonie, par exemple. C'est un vrai travail, un vrai ouvrage de la région. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des résultats, honnêtement, sur ce type-là. Et puis, on a aussi tout ce qui est la lutte pour la pollution des plastiques en mer qui est extrêmement importante. Et donc, on est là aussi autour d'innovation quand on permet à des ouvrages innovants de pouvoir lutter sur cette pollution plastique qui est visuelle et celle aussi qui est invisible. Et ça, c'est à travers ça que l'intelligence artificielle sera une véritable avancée parce qu'elle va permettre justement de pouvoir être récupérée au sein de notre Méditerranée. Et après, il y a aussi tout le travail qui a été fait pour le mouillage des bateaux aussi, qui a été un petit peu controversé parce que forcément, ça implique un petit peu de ne pas pouvoir aller où on a forcément envie d'aller. Mais c'est ça la liberté, c'est la liberté de l'homme. Elle n'est pas forcément adaptée à la liberté de l'autre. Et le problème, c'est comme ça qu'on doit avancer de manière concertée. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup sur tous les territoires quand on parle de l'industrie et de l'acceptabilité. C'est aussi l'acceptabilité avec des plaisanciers qui, pour eux, est un moment de liberté en bateau et qui, pour autant, doivent gérer des réglementations. Et c'est comme ça qu'on pourra préserver en fait notre littoral et notre biodiversité. Hervé Martel, un mot peut-être là-dessus avant de passer la parole au public. Oui, alors c'est un enjeu majeur. La zone de Fos, elle est située entre la Camargue, zone humide exceptionnelle, et la plaine de la Crau, zone plus sèche, mais tout aussi exceptionnelle. On a longtemps opposé l'aménagement et la préservation de l'environnement. Nous, on va artificialiser plus de 700 hectares pour implanter des usines, des entrepôts dans les 5 à 10 ans qui viennent. Ces 10 000 emplois, ils ne vont pas être en l'air. Enfin, ils sont concrètement sur le terrain. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est forcément un renoncement, un recul de la biodiversité? Eh bien non. Pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est que ces 700 hectares, ils n'ont pas été choisis au hasard. Ça a fait l'objet d'une démarche de planification. On a une excellente connaissance des enjeux environnementaux sur notre domaine. Et donc, on a évité de taper sur des endroits où il y a des hotspots sur certaines espèces protégées. On a évité d'aménager des endroits qui couperaient des continuités écologiques, des trames vertes et des trames bleues. Donc, une fois qu'on a identifié les moins mauvais endroits pour implanter de l'activité économique, l'idée, c'est d'être très attentif à limiter l'impact sur ces parcelles, démarche éviter, réduire, puis compenser. Et dès lors que, in fine, l'aménagement aura un impact sur la biodiversité, l'entreprise qui fait les aménagements ou nous-mêmes, on a l'obligation de compenser. Et il y a sur beaucoup d'espaces aujourd'hui naturels des zones qui sont dégradées.
et avec une marge de restauration, de renaturation qui permet d'améliorer la biodiversité sur ces espaces naturels. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de stériliser des espaces naturels, mais également de mettre des moyens pour améliorer la biodiversité. J'ai envie de dire, on peut être dans une démarche gagnant-gagnant. On peut à la fois implanter de l'activité économique, globalement sur la zone, améliorer la biodiversité. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est tout à fait possible. Savez-vous que nous avons au port de Marseille, Olivier, plusieurs personnes qui tous les matins mettent leurs bottes et dont le seul métier est de mettre en œuvre des mesures de gestion des espaces naturels. Nous avons un schéma directeur du patrimoine naturel qui permet de planifier non pas cette fois-ci les aménagements ou les implantations d'entreprises, mais ces actions en faveur de l'environnement sur le port. Voilà, je pense qu'on peut, globalement, sur l'économie bleue, on doit fédérer. On a l'habitude d'opposer, Martial le disait à l'instant, de stigmatiser tel ou tel acteur en regardant un petit bout de son activité et en critiquant. C'est très à la mode, parfois dans la presse aussi d'ailleurs, mais pas la Provence. Hein, non, bien sûr. Oui. Non, mais on pose les vrais enjeux, les vrais sujets, nous aussi. Je crois que ce sujet, nous, on a comme slogan le port vert de l'économie bleue. On a cette ambition d'être un territoire vert de l'économie bleue, et moi je suis persuadé que ça peut fédérer presque tout le monde si on explique bien les choses et si on mobilise l'ensemble des acteurs. C'est possible. Et on est parfois le relais d'inquiétudes légitimes. Et c'est pour ça que cette table ronde-là permet évidemment de préciser les enjeux. Isabelle. Je voulais juste rajouter, peut-être parler que notamment les collectivités et l'État et l'ADREAL travaillons sur les effets cumulés de tous ces projets industriels qui vont arriver. Et en fait, c'est quoi ? En fait, il ne faut pas d'excès. C'est là où on arrivera, il faut qu'il n'y ait aucun excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et cette étude va nous permettre de tous travailler, de faire en sorte qu'à la fois l'économie et l'écologie, en réalité, aillent dans le même sens. Jean-Luc Chauvin, très court, parce que je voudrais donner la parole au lecteur. Au titre des innovations, moi j'avais proposé avec tous les représentants de l'économie du territoire, avec tous acteurs, dès les municipales de 2020, on avait proposé par exemple, puisqu'on a la chance d'avoir une île exceptionnelle dans cette rade avec l'île du Frioul, qu'on en fasse un hotspot de la biodiversité, qu'on en fasse un lieu expérimental pour utiliser tous nos sujets de biodiversité marine. Et donc, voilà, je crois là aussi qu'il faut qu'on change de logiciel, qu'on fasse des laboratoires d'initiative bleue, j'ai envie de l'appeler comme ça. On a pour ça des îles exceptionnelles dans notre rade qui doivent ensuite servir de démonstrateurs. Et c'est un peu ce que vous disiez, il faut aussi que nos collectivités, les représentants de l'État, quand ils prennent des décisions, ça ne soit pas assujetti à la personne qui la prend. Je ne vois pas comment on peut imaginer que ça soit possible dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes et pas dans les Bouches-du-Rhône. Au bout d'un moment, dans la même région, on manque de cohérence. Vous voyez, le même sujet, on a installé pour les JO un projet d'une entreprise locale, une start-up locale qui déplace des bateaux à l'hydrogène. Bon, il a fallu se battre, il n'y avait pas de réglementation. Maintenant qu'on s'est battu, qu'on a trouvé une autorisation temporaire pour les JO, on nous dit « Ah, mais les JO sont finis ». Ok, mais comment vous voulez qu'on crée des bateaux qui se déplacent à l'hydrogène si on ne peut pas faire d'expérimentation parce qu'il n'y a pas de réglementation ? Vous voyez, donc, et si ça a été possible pendant les JO, a priori, ça s'est bien passé. Personne n'a entendu de difficulté. Ça a bien marché. Le Comité olympique mondial a pu bénéficier de ça. Pourquoi on ne pourrait pas continuer à l'expérimenter pour le faire ici ? C'est nous qui l'avons fait dans notre port, en accord avec l'UPACA et la Fédération des clubs nautiques, à la réserve. Mais peu importe. Et si ça a été possible pour nous, il faut que ce soit possible pour d'autres ports. Il faut qu'on accepte de changer de logiciel pour pouvoir permettre à l'innovation de fonctionner. Et là, on a besoin d'une mobilisation collective des élus, des représentants des services de l'État, mais des concitoyens. Parce que c'est surtout les concitoyens qui doivent guider là-dessus. Faire des lieux d'expérimentation, permettre d'essayer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra gagner et avancer. Allez, on prend quelques questions. Un micro va circuler. Levez la main si vous voulez peut-être réagir ou interroger l'un de nos invités. Monsieur, au fond, le micro. Si vous le voulez bien, puisqu'on est en direct, présentez-vous, nom, prénom, ce que vous faites. Question courte pour qu'on puisse ouvrir le débat. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, Pierre-Marie Sachot. Tout d'abord, un grand merci à la Provence d'organiser et de mettre en lumière cet angle mort de l'économie, l'économie bleue, tel un phare dans la mer, je dirais. C'est pas nouveau, il ne verra pas échapper aussi que dans les 17 objectifs de développement durable, l'ODD 14, celui de la vie aquatique, est celui qui est le moins financé. Donc merci pour cette mise en lumière. Ma question, elle est pour à la fois le secteur privé, CMA-CGM, et public. J'ai entendu parler d'ambition et d'innovation. Je serais curieux de savoir quelle est votre
exposition sur le transport vélique, donc le transport à voile, qui peut être une alternative. J'ai compris que CMA-CGM décarbonait sa flotte de façon progressive. Je serais curieux de savoir comment vous envisagez l'opportunité potentiellement d'utiliser ce transport vélique et savoir aussi au niveau des côtés publics si vous pensez également accompagner ce mode de transport. Comme on a pu le voir, j'ai en tête un exemple d'une société qui s'appelle Grain de Sail en Bretagne, qui se développe énormément et qui est, à mon sens, un bel exemple. Merci beaucoup, monsieur. Damien Denisot, vous voulez réagir? Micro. Merci pour cette question. La décarbonation, je le disais, c'est un enjeu majeur pour notre groupe. On s'est engagé à atteindre le net zéro carbone en 2050. Aujourd'hui, on investit massivement sur ces dernières années. C'est plus de 18 milliards d'euros qui ont été investis pour développer une flotte alternative au pétrole, pour être très concret, notamment des solutions dual fuel, un bicarburant, qu'on travaille effectivement aujourd'hui principalement sur la filière gaz, GNL aujourd'hui et demain, comme c'était évoqué par le collègue de Suez, sur des bio et pourquoi pas après-demain des e-méthane, donc des solutions d'avenir. On regarde le Vélic, on le regarde extrêmement attentivement en R&D à ce stade, et on a investi dans une société qui s'appelle Neoline, qui fera sortir dans les tout prochains jours d'un chantier naval en Turquie le Neoliner, le premier navire de cette société, qui, breaking news, devrait faire escale à Marseille prochainement. Donc c'est quelque chose qu'on a accompagné de façon extrêmement attentive, je vous le disais, en R&D. Il y a eu un investissement aussi, espèce sonnante et trébuchante dans cette société. Et on a aussi beaucoup travaillé avec eux sur l'exploitation. Parce que l'enjeu de ces navires à voile, c'est bien sûr de maîtriser la technologie, mais c'est aussi de maîtriser les coûts d'exploitation pour faire en sorte que ce soit des projets rentables, ou en tout cas des projets qui arrivent à l'équilibre. Et ça, c'est le vrai sujet. La rotation ne peut pas être la même qu'une ligne maritime classique en aller-retour, même route. Il faut travailler avec évidemment les vents. Et on verra à l'exploitation, mais on s'est beaucoup investi sur ce sujet-là, de façon à les accompagner dans une rotation qui est un peu inédite pour du service maritime, qui sera sur du transatlantique. Et voilà, donc oui, on regarde ça très attentivement, très attentivement. On travaille aussi beaucoup, tout à l'heure c'était dit, sur l'analyse des courants marins, mais aussi des vents. Un porte-conteneur, quand vous le voyez en mer, c'est un très gros bloc, avec beaucoup d'angles, beaucoup de prises au vent. Et donc on travaille énormément d'ores et déjà, non pas sur du Vélic, mais sur l'analyse effectivement des vents dominants, de façon à pouvoir adapter nos routes maritimes et les faire en sorte que l'énergie naturelle, les courants marins ou le vent, puissent être des propulseurs et non pas des freins dans la progression de nos navires. Richard Gibault, vous voulez réagir? Marcel Varese aussi. Juste un petit complément pour montrer la passerelle entre le maritime et la plaisance. On a la chance en France de construire justement les mâts qui vont sur les porte-containers avec des mâts en carbone, notamment du côté de la Bretagne et sur la façade atlantique. Par l'expertise qu'on a de la course au large, on est des motoristes reconnus pour ce type de navire, et donc on construit des grands mâts du côté de chez Lorima en Bretagne notamment pour cette partie-là. On a aussi Michelin avec les nouveaux systèmes de voiles gonflables. Ceux qui ont été au Salon nautique de Cannes et qui iront au Salon nautique de Monaco verront des catamarans équipés de ce type de technologie. Et juste pour compléter sur l'aspect environnemental, entre la passerelle des deux univers, aussi les notions d'anti-fouling, ce qui va sous la coque des bateaux. Ouais. Depuis longtemps, le maritime utilise des anti-fouling à base de silicone, qui sont des anti-fouling qui, pour certains, ont moins de biocides que ceux qui sont présents dans la plaisance. Et cette technologie vient dans l'univers de la plaisance aujourd'hui. Les grands navires de grande plaisance sont équipés de plus en plus d'anti-fouling à base de silicone, qui apportent une meilleure glisse, donc une économie de carburant, ce à quoi vous êtes les plus sensibles, nous un peu moins, mais l'écologie plus l'économie fait que ça apporte des solutions d'avenir. On y revient. Martial Alvarez. Juste réagir par rapport à ce qui a été dit sur le transport vélique. Je parlais tout à l'heure du projet Wintech. Dans la halle technologique Wintech, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, la métropole, la région, axe sa réflexion sur l'éolien dans le sens le plus large. Et c'est vrai qu'on a une brique sportive avec un spot à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec une base de voile et avec une piste de vitesse homologuée qui permet justement, au travers de ce qui est entre guillemets la performance sportive, et là je pense notamment au créateur de Sirocco, à Alexandre Kézergue, qui a été le premier
homme a passé la barre des 100 km/h par un engin tracté sur l'eau. Bon, il est porcenousien, ça fait un peu chauvin. Mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que donc nous, du coup, on est dans cet état d'esprit de pouvoir accompagner l'innovation et donc de permettre, dans la recherche, un développement, à avoir des espaces dédiés pour que justement toute cette réflexion qui peut compenser le transport hybride, et ça a été évoqué par CMA CGM, de voir comment on peut rendre plus performant nos destinations, nos navigations sur les navires de marchandises ou concilier deux modèles de propulsion. Enfin, voilà, on est, je crois, pleinement engagé sur comment on peut faciliter l'innovation. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que des fois, à l'échelle d'une commune, ça ne peut pas se voir, mais ouvrir cet espace-là, c'est quelque chose qui me semble important à soulever. Isabelle, Campagnole-la-Savonne. Ouais, en ce qui concerne la collectivité de la région, effectivement, on est présent pour accompagner et aider les porteurs de projets à l'innovation en tant qu'investisseur, enfin en tant qu'investissement pour pouvoir les accompagner. On l'a fait sur des innovations telles que d'ailleurs le filtre à particules du Piana, qui est une innovation unique au monde. Pour ce qui est Vélic, il ne me semble pas que nous ayons eu de porteurs de projets à la région, mais on est toujours présent pour le mix énergétique, le développement du mix énergétique, pour les différentes manières de propulser les bateaux. Donc si on avait un bateau un projet tel que celui-ci, évidemment, on l'étudierait sous toutes les configurations pour voir effectivement si un investissement était réalisable et si, au bout du compte, il y a une véritable opportunité à ce que la région puisse investir là-dedans. Merci. D'autres questions, peut-être? D'autres interventions? Oui, monsieur. Hop, micro juste à côté de vous. Allez-y. Bonjour. Franck Palazzo. Oui, Franck Palazzo, je suis marseillais entrepreneur. Et puis plaisancier aussi depuis 35 ans. J'avais une petite question, donc c'est très très intéressant de se projeter toujours dans l'avenir, et notamment avec de nouvelles technologies. Mais je fais un parallèle avec le fait d'avoir un bateau qui est à quai, qui est raccordé logiquement, ponctuellement avec de l'électricité et de l'eau, et pour lequel normalement on a des préoccupations aussi environnementales que le fait de rejeter dans le port quelques déchets du bateau. Et je posais cette question, je faisais ce parallèle tout simplement avec l'évolution du trafic maritime et notamment la grande révolution peut-être que la CMA a pu apporter au niveau du marché et ce qui s'est passé depuis les dernières années. Et je me pose des questions aussi avec l'arrivée, bien entendu, depuis 2013, des bateaux de croisière qui sont à quai. Et je me demande comment, en fait, on a pu faire de parallèles comme ça pour raisonner sur des manières à simplifier et surtout limiter les rejets de quelque nature qu'ils soient, notamment par des raccordements électriques de ces bateaux. Je crois qu'ils sont arrivés en 2013, on est à peine en 2025 et on parle simplement de raccordements électriques à quai. De la même manière pour les eaux usées de ces bateaux et aussi bien entendu tout ce qu'on peut imaginer qui se passe d'une manière non officielle mais que l'on peut retrouver avec des dégazages qui sont sauvages, avec beaucoup de choses que l'on peut retrouver comme ça et d'autant plus avec l'évolution que j'ai entendue qui me paraît positive de faire en sorte que le port de Marseille, y compris bien entendu le bassin un peu plus large, avec le port de Sète, avec l'entrée du Rhône, puisse être quelque chose de relativement intéressant à l'avenir pour se connecter, comme vous disiez, sur un hub, si on peut dire, fluvial, avec l'Allemagne, par un raccourci qui passe bien entendu par la Méditerranée, et notamment le canal. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Et du coup, je me dis qu'il serait intéressant, sans aller dans de grandes technologies, parce que je suis entrepreneur et je travaille forcément dans l'énergie, moi, depuis très longtemps. Ça fait partie de mes formations que j'ai faites à Marseille. Et du coup, je me dis que c'est dommage, effectivement, de ne pas exploiter ça de manière très concrète. Voilà, donc... on va vous répondre. Je remercie la Provence donc, effectivement, donc, de cette invitation et de cette organisation. Et voilà ma question au sens large. Merci beaucoup. Qui voudrait peut-être réagir? Vous prenez la main? Damien, Deniso? Peut-être. Oui, je pense que tout le monde est un peu concerné par cette question. Oui, Martel et Philippe Malagola, bien sûr. En fait, la réponse est dans la composition de cette table ronde. Vous avez un écosystème extrêmement dense qui travaille ensemble. Moi, je pensais que Jean-Luc en parlerait, mais je vais le faire pour lui. Il y a le Smart Port Challenge, ou Hervé, qui est non mais on en est partenaire depuis le début, donc je me permets de l'évoquer, qui est un dispositif extrêmement intéressant qui allie un acteur en plus qui n'est pas là ce matin, qui est Aix-Marseille Université, la recherche, qui essaye de trouver des solutions extrêmement concrètes à des problèmes d'exploitation portuaire ou maritime,
Et c'est une initiative qui a été prise par mes deux voisins et il faut la saluer et d'agréger un certain nombre d'opérateurs, CMA-CGM on est partenaire mais d'autres, pour trouver effectivement ces solutions. Moi, un seul point, un accident qui peut conduire à une pollution est malheureusement un aléa qui existe. Au sein du groupe CMA-CGM, c'est tolérance zéro sur les sujets de dégazage et compagnie. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas possible aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous sommes, et même par le passé, d'accepter ce genre de pratique. Donc, les collaborateurs du groupe CMA-CGM embarqués et à terre sont formés sur ces sujets-là, ils sont sensibilisés. On a développé à Marseille un centre de formation et d'innovation qui s'appelle Tangram, qui est à la Pointe Rouge, qui partage le site avec l'École nationale supérieure maritime, qui est un lieu dans lequel on forme chaque semaine 120, 130 collaborateurs qui viennent du monde entier, 40 nationalités chaque semaine. Et les sujets environnementaux sont la pierre angulaire de la formation de nos collaborateurs. Hervé Martel et puis Jean-Luc Chauvin. Oui, je ne dirais pas que ça n'existe nulle part dans le monde et pour aucun armateur, mais en tout cas en France, en Europe, les réglementations sur les rejets en mer sont extrêmement strictes et totalement respectées avec des contrôles. Le sujet qui nous préoccupe, c'est les émissions atmosphériques, c'est la pollution de l'air avec ses différents composants. Et je reviens sur cet énorme programme, 150 millions d'euros d'investissement depuis 2017 quand même pour le grand port maritime de Marseille, qui permet de brancher les navires à quai de sorte qu'ils coupent leur moteur lorsqu'ils sont en escale, pendant l'escale. On avance, notamment avec la méridionale du groupe CMA-CGM qui a 2 navires en construction qui seront équipés de batteries. Et donc on investit pour pouvoir non seulement les alimenter pendant qu'ils sont au port, mais également recharger leurs batteries, de sorte que ces navires pourront faire l'entrée et la sortie du port à l'électrique. Et j'irai même au-delà. Dans les ports corses, vous savez qu'en Corse, l'énergie, elle est carbonée. Dans les ports corses, ils pourront également faire l'entrée, la sortie et le stationnement en Corse sur les batteries qui auront été chargées à Marseille. Donc vous voyez que le degré d'innovation conjoint entre l'armateur et le port pour proposer les solutions les plus à la pointe en matière d'environnement. Jean-Luc Chauvin et Philippe Malagola. Par rapport à l'ensemble de la question, je crois que la réalité, c'est qu'on a toujours raisonné par secteur. Et on s'ouvre depuis peu à un raisonnement global, où on étend ce qu'on sait faire pour d'autres secteurs dans ces secteurs-là. Je crois que c'est un peu ça la clé. Et donc l'innovation vient accompagner. Quelques exemples, tu parlais du Smart Port que l'on conduit, qui est là pour mettre en avant des initiatives, accompagner des startups qui vont nous créer les éléments de demain. Moi, je vais en reprendre 2 autres. En soutien des salons professionnels au niveau de la Chambre de commerce avec le Grand Port et autres, comme Euromaritime et Blue Maritime Summit. L'objectif, c'est quoi? C'est l'effervescence intelligente. C'est prendre les bonnes pratiques ailleurs dans le monde pour pouvoir les mettre en œuvre. Voire mettre en avant des pratiques d'autres secteurs que ceux du maritime qui peuvent être transposées dans le secteur du maritime, l'utilisation de certaines technologies ou autres. Et pareil, quand la Chambre accompagne à travers le projet Pataclé avec le Conservatoire du littoral, des initiatives tournées vers le mécénat environnemental au bénéfice des enjeux de conservation du littoral. Bon. La réalité, c'est que si on va globalement, on dit quoi? On est en train de vivre une révolution. Cette révolution s'accélère depuis 20 ans et elle s'accélère de plus en plus toutes les années en permanence. Et qu'on est en train de rentrer dans une préoccupation où pendant longtemps on ne s'en est pas préoccupé, maintenant on s'en préoccupe, ça devient prégnant, on l'a tous dit. Toutes les entreprises, si elles veulent survivre, doivent en faire le premier niveau de leur stratégie, le sens à donner à l'évolution. Et du coup, c'est là où je reviens à ce que je disais au départ, excusez-moi Olivier, mais il faut impérativement qu'on laisse, qu'on n'oppose pas écologie et économie et qu'on laisse l'innovation, qu'on permette d'expérimenter, qu'on laisse l'innovation se créer, parce que c'est à ce prix-là qu'on aura des accélérations, des améliorations, et qu'on pourra continuer à développer tranquillement notre économie. Merci. Philippe Malagola, Philippe Gonel, et on termine. Allez-y. Oui, il y a 2 volets dans votre question. La première, c'est la réutilisation des eaux usées. On a fait une innovation dans le port de Sète qui consiste à réutiliser les eaux issues du carénage, notamment avec un traitement de l'eau, et permettant ensuite de nettoyer des camions, notamment les camions qui transportent du bétail. Donc ça, c'est une innovation qui a été réalisée, sur laquelle on a été primé avec une petite start-up montpelliéraine qui s'appelle Aquasmart. Et on bute encore sur un problème de réglementation pour l'utilisation de cette eau, c'est ce qui nous gêne, mais les procédés techniques sont au point. Le deuxième volet de votre question, c'était l'accès à l'Europe, notamment par le fluvial et autres.
Alors, on fait partie d'une association avec le port de Marseille, le port de Toulon notamment, la Compagnie nationale du Rhône, des ports de la Saône, d'une association qui s'appelle Medlink et qui souhaite favoriser le transport fluvial et aussi ferroviaire, mais essentiellement fluvial, le long de la vallée du Rhône et de la Saône. Mais ce n'est pas suffisant pour nous et on va donc lancer une innovation, ce sera inauguré dans 1 mois, avec une plateforme ferroviaire. On a déjà des liaisons avec notamment le nord de la France, la Belgique, le Luxembourg, la Pologne et aussi le Royaume-Uni. Et donc on va lancer une plateforme ferroviaire. C'est un investissement qui était assez lourd et qui a pris beaucoup de temps. Là encore, le ferroviaire en France, pour le faire, il faut vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté, mais on y est arrivé. Et donc dans 1 mois, on pourra enlever 30 à 40 000 camions de l'autoroute A9, qui est vraiment saturée de ce point de vue-là. Ça représente moins d'1 semaine de transport, mais il faut bien commencer. Donc on est assez fiers de cette réalisation, mais néanmoins, là où je vous rejoins, c'est qu'il faudra aller beaucoup plus loin sur le report vers le ferroviaire et le fluvial. Merci. Philippe Gonel a une toute dernière question qui est ici. Philippe, allez-y. Oui, alors sur le traitement des eaux et sur les expérimentations qui sont mises en place dans les grandes entreprises, alors encore une fois, je suis désolé avec la CMA-CGM, donc on travaille aujourd'hui sur des systèmes de traitement des eaux qui servent à nettoyer les conteneurs, de manière à faire de la circularité sur le traitement des eaux. Donc ça aussi, c'est une logique un peu vertueuse pour faire d'abord des économies d'eau à l'échelle des ports sur lesquels vous travaillez, mais aussi une logique vertueuse de pouvoir réutiliser l'eau. Voilà. Très bien. Pas d'autres exemples. Merci beaucoup. 2 petites questions et on termine là. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Engo Atierson et je suis jeune diplômée. Alors j'ai une question par rapport à la liaison avec l'Europe. Monsieur Chauvin a parlé justement de souveraineté parce qu'il y a 80% des flux commerciaux qui sont par voie maritime. Donc ma question est qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la liaison aux grandes liaisons européennes et justement quelle est la situation actuelle, qu'est-ce qui reste à faire, pourquoi on ne crée pas justement un grand axe européen pour tout ce qui est transport fluvial. Merci. Je vais considérer que la question m'est adressée pour commencer, mais après tout le monde pourra répondre parce qu'on est plusieurs à partager. Allez-y. Vous avez raison. Ce qui est faisable ailleurs, pourquoi ce ne serait pas faisable ici? Pourquoi ici, on n'est pas capable déjà de se mettre d'accord sur la partie d'axe qu'on a? Pourquoi on a fait Europa pour les ports du Nord, Le Havre, Rouen, Paris? Et pourquoi nous ici, 7, Marseille, Toulon, les ports fluviaux jusqu'à Lyon et au-delà dans la Somme, on n'est pas capable de se présenter sous un même visage dans une compétition mondiale? Premier sujet. Parce qu'en fait, la réalité, chacun regarde son petit jardin alors qu'on est dans un grand jardin mondial. Voilà, moi, je vais vous répondre à peu près clairement. Et donc, ça fait 40 ans qu'on fait des études. Il y en a des dizaines et des dizaines qui remplissent ces étagères pour savoir ce qu'il faut faire. La réalité, c'est que ce qu'il faut faire, c'est décider ensemble d'aller chercher des parts de marché, d'accélérer. Et les opérateurs privés qui sont en train de prendre les ports de l'axe fluvial vont aller chercher du trafic et ça va inciter tout le monde. Deuxième sujet qui va avec, c'est qu'il faut oser grand, il faut rêver grand. Il ne faut pas s'arrêter à la Somme. Il faut se connecter au corridor fluvieux européen qui concentre 17% du trafic de marchandises en Europe. Pour ça, il y a eu un grand projet il y a une 40aine d'années qui a été abandonné, c'est le projet Rhin-Rhône. Ce projet a été sacrifié, on va se parler clairement, tout le monde me connaît, tout le monde sait que je dis les choses. Au moins que ça sera gagné. Il a été sacrifié sous l'autel de bisbilles ou d'accords politiques entre un Premier ministre et une ministre de l'Environnement, dans lequel le projet devait passer pour l'aménagement de son territoire. On va être à peu près clair. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas faisable? Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Il y a déjà des canaux qui existent, qui sont les canaux Freycinet, qui permettraient, s'ils sont agrandis au gabarit des barges, de pouvoir se relier tout de suite avec le Danube. Bon, très bien. Donc, c'est une question de volonté. Il y a à la fois d'un côté le discours et de l'autre côté, il y a la vraie vie. C'est l'histoire que vous évoquiez tout à l'heure de la réglementation de l'eau. Pourquoi en Espagne, on réutilise l'eau de l'industrie pour faire de l'arrosage de jardin ou pour faire... Quand vous mangez des légumes en Espagne, vous ne rentrez pas avec des boutons et malades. Les oppositions actuelles, c'est un manque de courage et c'est un manque de décision. C'est un cadre réglementaire qui empêche de faire. Toutes les études sont menées, tout le monde sait qu'il y a du marché. On a toutes les bonnes raisons de dire qu'on ne le fait pas tout de suite ou plus tard. Donc on porte quelques-uns ici, la région Isabelle Savon, le grand port de Marseille, le grand port de Sète, enfin le port de Sète, je ne veux pas être... je veux pas dire il est grand aussi ce port. Mais non, mais je ne veux pas, parce qu'après il y a des appellations, je vais me faire engueuler. Mais je vais me faire engueuler sur l'appellation. Bref, non, tous ceux qui sont ici, on porte cette vision. Il faut juste qu'à un moment donné, il y ait une décision politique de l'État de mettre la vision
la durée et de faire. Alors, vous savez, un grand préfet, je m'arrête là, m'a dit sur ce sujet, vouloir vous connecter au Rhin, au Rhône, c'est un projet pour dans 100 ans, donc on en parlera plus tard, il y a d'autres choses à faire avant. Et ma réponse a été de dire, oui, mais si on n'en reparle que dans 10 ans, ça fera 110 ans, monsieur le préfet. Alors commençons à en parler maintenant, même s'il y a des choses plus urgentes à faire. Voilà. Je pense que là, on a un sujet aujourd'hui d'un État qui doit avoir une vision stratégique et assurée et qui a des difficultés à l'avoir, à la fois pour des raisons d'opposition citoyenne diverses et variées, et à la fois pour des sujets de stratégie, de vision et d'organisation. Merci. Très court, Richard Gibault et Isabelle Savon. Juste, je crois qu'il ne faut pas qu'on rate ce rendez-vous comme on a raté le ferroutage il y a quelques années. Là où les Suisses et les Allemands l'ont réussi, moi je l'ai connu dans une autre vie professionnelle, on réussissait le challenge du ferroutage en Suisse et en Allemagne, et on était incapable en France de le mettre en place dans les mêmes régions que citait Hervé Marcel, Monsieur Chauvin tout à l'heure. Isabelle Campagnola. Il ne faut pas non plus le cacher, c'est aussi il y a un problème économique. C'est qu'aujourd'hui, le transport par le fluvial, c'est un transport qui est quand même plus lent et du coup plus coûteux aussi par rapport au travail effectué sur le port pour permettre le transfert des conteneurs ou de la marchandise. Et donc, nous, il faut qu'on travaille aussi sur ce côté-là, sur ce côté économique, pour pouvoir le rendre moins cher et faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent continuer à travailler avec le fluvial. Mais il y a le ferré aussi. Nous aussi, on a un souci. On n'a pas que le fluvial. Sur cet axe, il y a le fluvial et il y a le ferré. Et le ferré, là aussi, on doit travailler. On le travaille tous ensemble parce qu'on a un problème, un nœud du côté de Lyon qui va nous empêcher, qui nous empêche d'être compétitifs demain s'il y a le tunnel de Turin qui se met en place et qui va donner cet avantage à Gênes et à Trieste. Et c'est là-dessus aussi où nous, collectivités, entreprises, chambres de commerce, on doit être tous présents pour faire en sorte de faire remonter à l'État, auprès de l'État, comme quoi il est absolument nécessaire pour la souveraineté française, pour la compétitivité de son grand port, de faire en sorte que cette voie ferrée, ce nœud à Lyon du Céphale Sud, soit dénoué de manière à ce que, à la fois, nous avancions sur le fluvial, mais aussi sur le ferré, pour donner la continuité et la force à notre grand port d'aujourd'hui. Allez, toute dernière question, est-ce qu'on rend... allez-y, Martial, très court. Ça va être très court, parce que ce discours, moi, j'y adhère totalement, mais il me fait peur parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Tous les modes de transport et de mobilité sont importants. Il faut absolument réussir la révolution du ferroutage sur le fer, sur le fleuve, pas pour diminuer le trafic routier, que tout le monde ait bien conscience. On s'expose à une explosion du trafic qui va conduire à ce qu'il y ait de toute façon plus de camions sur les routes. Donc il faudra réussir le fleuve, réussir le fer, mais se dire surtout pas au détriment des routes. Il faut des routes dans notre région qui soient à la dimension de nos ambitions. Je préfère le dire parce que souvent on les oppose. Monsieur, allez-y. Madame, je vous ai vu, allez-y, très court. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Merci déjà à la Provence d'organiser ce forum. Alors, juste une question. Alors, Smaïl Ali, responsable logistique et technique d'un bâtiment. Juste une question concernant l'économie bleue. Peut-elle devenir une filière d'avenir? Par contre, j'ai l'impression que la majeure partie de la jeunesse, entre guillemets, de Marseille, ne connaissent pas tout ce qui est activité nautique. Je parlais par rapport à M. Gibault qui disait qu'elle génère à peu près 40 000 emplois, 120 000 emplois dans le poids économique de la région. Ma question, c'est comment inciter les citoyens, les Provençaux, les Marseillais, à vouloir embrasser ces carrières en sachant que pas tout le monde est au courant de ces filières, pas tout le monde. Il y a les filières générales, filières technologiques, mais les filières de la mer, elles sont très rarement mises en avant. Et comment inciter la jeunesse à s'emparer de ce domaine pour qu'ils puissent embrasser les carrières de demain? Merci. Alors, ce sera très bonne question. Ce sera l'objet de la table ronde de demain. Faites court, s'il vous plaît. Oui, on en parlera forcément ce demain. Ce sera la table de ronde de demain, mais c'est un de nos enjeux majeurs. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne qui s'appelle l'équipe nautique recrute, qu'on a diffusée dans toutes les écoles, les centres de formation, les lycées. On intervient. Notre souci, c'est la méconnaissance de l'attractivité de ce secteur. Donc demain, Eric en parlera. Absolument. Comment attirer, comment recruter, mais surtout comment fidéliser. On se rend compte qu'on a des métiers qui sont merveilleux. Dans l'embarquement à bord des navires, dans les mécaniciens, le travail du bois. On a beaucoup de métiers à haut niveau de savoir-faire. Mais on pêche parce qu'à un certain moment,
Je prends le métier de l'embarquement. Quand les marins sont embarqués, souvent l'hôtellerie nous les pique. Parce que l'aspect de devoir être en dehors de la maison pendant X temps, etc. Et quand on redécouvre que les 35 heures dans l'hôtellerie peuvent être plus favorables à certaines vies de famille et tout ça. Donc on doit communiquer là-dessus, on doit recréer des formations. La formation est aussi un enjeu et ce sera, je pense, un des sujets de demain. Nos formations sont compliquées. On en parlera parce que pour former, c'est dans des lieux qui sont avec haute pression immobilière, complexité logistique, et donc c'est difficile de recruter les élèves, les garder et les maintenir avec une bonne facilité de venir se former, se loger et pouvoir avoir un métier demain dans la zone dans laquelle ils sont formés. Ici même, formation emploi à 10 heures, très court, donc j'ai une chose très à court, un mot, le premier des sujets, c'est de créer un vrai lycée des métiers de la mer, où tout est regroupé, où tu as à la fois les sujets de grand port, de plaisance. Et donc, moi je suis ici, si 7 là, organisons-nous, mais voilà, il faut que, et là on va être clair, on crée impérativement un lycée si on veut faire de cette filière une filière avec à la fois de la biodiversité, avec à la fois, non, il y en a un peu partout. Mais on s'en fout, ça ne donne pas une visibilité au métier. Regroupons ces sections un peu partout dans ces lycées qui sont au bord de la mer, dans un vrai lycée de la mer. C'est un sujet sur lequel on milite depuis longtemps, on n'est pas les seuls. Et c'est le sujet de la visibilité pour l'ensemble des filières, puisqu'après le lycée, du coup, il y aura d'autres filières avec AMU ou autres qui pourront se mettre en avant. Et voilà, je crois que la clé, elle passe par là, c'est la réalisation d'une structure commune à tous les métiers de la mer en formation des jeunes. Et on a l'accès pour y arriver. L'aborderons demain. Isabelle, Hervé Martel et Damien Deniso. Allez-y Isabelle. Peut-être sur ce point, vous vouliez évoquer sur les lycées, peut-être non ? Oui, si vous voulez, oui, effectivement, on travaille sur toutes les différentes filières et sur la formation notamment, à travers aussi les écoles maritimes, à travers les lycées professionnels, à travers les projets qui sont faits. Évidemment, nous sommes là pour la formation. Oui, maigre contribution du port. Nous avons ouvert il y a 2 ans un port center à Marseille, dans la gare maritime de la Major, l'ancienne, au pied de la cathédrale. Un port center, c'est un endroit. Alors, c'est un endroit où on explique ce que c'est que le port. C'est un endroit qui a reçu. On a travaillé avec le rectorat pour faire venir des élèves, des étudiants. On a reçu plus de 10 000 étudiants depuis l'ouverture de ce port center. L'idée, c'est d'expliquer aux jeunes ce qu'est le port. D'abord qu'ils ne voient pas uniquement sous l'angle des nuisances, mais également sous l'angle de l'utilité publique et économique, qu'on comprenne que dans ce conteneur est arrivé le micro que Olivier tient à la main, probablement ses lunettes, et probablement mon costume et la cravate de Damien, enfin bref, et la table qui est là, qu'il y a une vraie utilité au quotidien, que la voiture de papa, la tôle, elle est sortie de la grosse usine qui crache de la fumée, et de susciter des vocations, d'expliquer ce que sont les métiers, et de susciter des vocations. Et ça fonctionne. Et on a déjà des retours de quelques jeunes qui ont embrassé une carrière dans le domaine portuaire et maritime suite à ce qu'ils ont découvert dans le port center. Vous avez des étoiles dans les yeux chez les gamins quand on leur explique ce qui se passe sur le port. Et en plus, accessoirement, ce sont les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents. Damien et ce sont les adultes de demain. Donc, merci Hervé Martel, Damien Deniso. Et une toute dernière question, rapide. La semaine passée, il y a eu la London Shipping Week, Maritime Week d'ailleurs, pas Shipping, Maritime. Singapour organise un événement qui dure une semaine, qui réunit des milliers de personnes pour parler de l'économie bleue dans ces territoires-là. Cette initiative qui est prise cette semaine par la Provence est essentielle. Moi, je lui souhaite de continuer longtemps, de prendre de l'ampleur, d'agréger des acteurs et de fabriquer la Marseille Maritime Week pour être visible à l'échelle internationale. Et c'est ça qui donnera de la visibilité aussi sur l'offre de formation, sur l'innovation, sur l'environnement, sur les enjeux économiques, etc. C'est bien notre ambition. Merci Damien Deniso, parce qu'en effet, cette semaine-là a vocation à présenter l'ensemble des métiers. Très très court, madame, s'il vous plaît, parce qu'on termine là. Allez-y. Alors, Muriel Wolf, je vais essayer de faire très court. Oui, très court. Bon, des mots reviennent, innovation, adaptation, et je pense que effectivement tout pour réussir va demander de l'adaptation et de l'innovation, mais sans vouloir être rétrograde, il faut être conscient aussi que l'avenir va nous inciter à faire des activités de proximité davantage que maintenant et moins vers le très lointain. Donc, ça va demander effectivement pour la CMA-CGM peut-être moins de conteneurs, mais développer peut-être plus ce que vous avez proposé, le fluvial et le ferroutage, qui a quand même existé en France, parce que le Rhin-Rhône, c'est un peu l'Arlésienne, mais le ferroutage existait.
mais au nom de la rentabilité, ça a été supprimé. Donc voilà, donc il faut peut-être, même au niveau des industries, peut-être en trouver d'autres. En ce qui concerne l'éolienne, je suis moyennement favorable parce que je pense qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et on peut effectivement, nous sommes au bord de la mer, nous avons la mer qui peut nous apporter aussi une source d'énergie. Donc diversité, bio et énergétique. Merci beaucoup, madame. Je voudrais, oui, dernier mot, très juste, court. Par rapport à juste l'éolien, effectivement, on ne travaille pas que sur l'éolien. On vise le mix énergétique, c'est-à-dire l'éolien offshore, le photovoltaïque, l'hydrogène, toutes les énergies qui vont nous permettre justement d'envisager l'avenir. Et moi, je dirais juste un mot pour finir. L'économie bleue est notre héritage. Et tous ensemble, elle sera notre avenir si nous savons la transformer. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos témoins ce matin. C'était la première des 5 conférences que nous organisons tout au long de cette semaine. Demain, même heure, même concept, on sera autour de l'emploi et de la formation. Mercredi, autour de l'environnement. Jeudi, autour du patrimoine. Et vendredi, autour du sport, la culture et de l'identité maritime. Parce qu'on a évidemment quantité d'histoires à raconter. Je voudrais vraiment les remercier. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous dire également qu'ici au siège, tout au long de la semaine, vous pouvez visiter une très très belle exposition, 2 très belles expositions. Il y a des bateaux, il y a des affiches, il y a du matériel. Bref, on a de quoi là aussi rêver avec les bateaux. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. À bientôt. Et si on faisait un musée de la mer? Il faut penser peut-être à ça. Le musée de la mer peut être accueilli. Comment s'approprier le ici, musée de la mer à la Provence. Projet Merci à tous. On développe peut-être dans le nouveau port Center. On en parlera vendredi autour de la culture. Merci à tous.